bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir attendu. Désolée pour le retard. Vous savez qu'en effet, ce soir, il y avait beaucoup d'initiatives, une manifestation contre l'antisémitisme où beaucoup de camarades étaient mobilisés. Vous avez également la nuit des écoles, des collèges et des lycées contre la réforme du lycée, la réforme Blanquer. Et il y a une soirée également d'attaque ce soir. Il y a l'AG des Gilets jaunes à Montreuil. Donc il y a beaucoup de choses. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses ce soir. Après ces chiffres de l'activité parlementaire du groupe parlementaire La France Insoumise, rien de mieux que de les voir en vrai, de discuter, d'échanger et de les rencontrer. Vous savez que le groupe des 17 élus députés à l'Assemblée de La France Insoumise ne sont pas des professionnels de la politique. Alors vous direz peut-être votre député, Monsieur Corbière, un petit peu, parce qu'on l'a beaucoup vu sur les plateaux, mais non, voilà. Entre une bibliothécaire, une travailleuse associative à Grigny-la-Grande-Borne, un responsable marketing et un professeur en lycée professionnel, vous avez à l'Assemblée des gens qui, globalement, nous ressemblent quand même un peu plus que d'autres. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais appeler les 4 députés de la France Insoumise qui ont eu la gentillesse d'être présents ce soir, en tout cas les 3 aux côtés de notre député. J'appelle Mathilde Panot, Daniel Obono, Adrien Quatennens et Monsieur Alexis Corbière. En plus d'être brillants, ils sont tout mignons, hein, vous avez vu. Ils sont sérieux et tout, on dirait des écoliers, j'adore. Donc, avant de commencer et de donner la parole à chacun, je voudrais demander à Sophia Gauthier, qui est une militante artisane coiffeuse, artisane, j'ai bien dit, militante Gilets jaunes, militante France Insoumise, de venir nous dire quelques mots, car nous sommes en plein mouvement social depuis 3 mois maintenant, presque 4, une mobilisation à travers tout le pays, à laquelle nous avons depuis le début apporté notre soutien et notre bienveillance. Voilà. Merci, Madame Sophia. Bon, je me mets là, mais on s'en fout. Bon, ben, bonsoir. Ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde. Quand on m'a demandé de venir parler, j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit oui, pas de problème, pas de souci. C'est qu'en fait, je suis enceinte, alors j'ai un taux d'hormones qui a explosé. Et je relativise un peu tout en ce moment, donc je m'étais pas trop rendu compte. Donc maintenant, il faut y aller en 3-4 minutes. Donc le point de départ a été pour moi les dernières élections présidentielles, où j'ai cru que les idées progressistes allaient gagner la partie. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Alors je me suis engagée et je suis devenue active. Cela fait maintenant 2 ans. Je m'appelle Sophia, je vis à Montreuil, je suis citoyenne Gilets jaunes et militante France Insoumise depuis 2 ans. Au début du mouvement Gilets jaunes, moi qui suis écolo, je me disais, ça va peut-être vous choquer, hein, mais ça y est, les pollueurs, on leur touche à leur bagnole, ils sont tous dans la rue, alors qu'on leur pète leur code du travail, leur service public, et ils bronchent pas, quoi. Et puis, j'ai rencontré des Gilets jaunes, et ils m'ont expliqué que sans voiture en région, ben, on peut pas travailler, on peut pas faire ses courses, on peut pas aller se soigner, etc. On peut pas vivre, en fait. Puis j'ai rejoint les Gilets jaunes de Montreuil,
et j'ai commencé à aller aux assemblées générales. J'ai été tout de suite fascinée de voir que les gens partageaient et remettaient en cause bien plus d'idées que le problème de l'essence. Le besoin de vivre dignement revenait sans cesse. À Montreuil, nous avons commencé par nous réunir, en plus des manifs, en assemblée générale, d'abord dans un bar. Puis certaines personnes ont proposé de s'emparer d'un point fixe à Croix de Chavaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie cabane qui est presque en dur au niveau du rond-point de Croix de Chavaux. Il y avait tellement de monde en AG qu'on a opté pour une plus grande salle. Et maintenant, on se réunit à la Parole Errante. Et on retourne aussi un petit peu au Morito. Ça nous arrive. Ouais, j'ai fait des notes, hein, sinon... Donc les gilets jaunes qui viennent à Montreuil, en fait, ils viennent de partout en Île-de-France. Il y a 3 mois, la plupart d'entre eux ne s'intéressaient pas plus à la politique, ne votaient pas ou ne votaient plus. Chaque AG nous permet d'évoluer, de nous organiser davantage. Là où chacun se sent le mieux, il fait. Une farouche volonté de démocratie nous rassemble et nous permet à chacune d'y participer en évitant les prises de pouvoir. Il y a beaucoup de femmes dans le mouvement. D'ailleurs, certaines sont aussi très actives dans le mouvement Nous Toutes, qui se réunit également à Montreuil, à la Maison des Femmes, pour celles qui ne sont pas au courant. Au moment de l'appel de Commercy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Commercy, en fait, l'Assemblée des Assemblées, nous avons décidé de procéder à un tirage au sort pour désigner nos représentants à l'Assemblée des Assemblées. Nos représentants ont porté nos revendications et validé provisoirement l'appel, puis l'ont soumis à notre AG, qui l'a adopté à l'unanimité. D'ailleurs, je vous invite à la lire. C'est un très bel exemple de démocratie et qui résume très bien l'état d'esprit Gilets jaunes et l'urgence des revendications. Et je vous invite à le signer, hein. Il se trouve sur la page Facebook de Commercy. Être gilet jaune, ça veut dire porter le gilet et accepter l'idée de discuter, de partager, de débattre avec d'autres points de vue ou divergences que les siennes, sans jugement. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est militant, mais c'est un exercice à faire et c'est aussi un exercice de tolérance en fait. Voilà, est-ce qu'on est vraiment tolérant ou pas ? Alors du coup, je me suis perdue. Voilà. Nous avons cependant collectivement, ah oui, parce qu'il faut quand même le dire, voulu reconnaître que dans notre mouvement à Montreuil, en tout cas, il n'y a pas de place pour le racisme, ni pour le sexisme, mais beaucoup de place pour l'autogestion. Dernièrement, j'ai rencontré plusieurs gilets jaunes des 4 coins de France dans le cadre d'une émission de télé spéciale gilets jaunes aux médias télé, auxquels je tiens beaucoup. Et ce qui m'a frappé, c'est que tous ne s'intéressent à la politique que depuis quelques mois, voire 3 mois. J'ai discuté avec des gens qui... Enfin, il fallait pas leur parler de politique avant, hein, vraiment, c'était... Et là... on arrivait à la même conclusion, c'est de dire on ne veut plus signer un chèque en blanc à nos élus. Nous voulons rester citoyens actifs dans les prises de décision. Même si on élit quelqu'un, voilà, c'est pas acquis en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens en France. Voilà, donc j'ai fini. Je voulais juste faire une annonce, enfin 2, 3 même. Donc jeudi 21 février, il y a une marche au flambeau qui est organisée à Montreuil, donc qui va aller à la rencontre des différents quartiers de Montreuil. Le rendez-vous est à partir de 18h30 au point fixe à la cabane de Croix de Chavaux, pour ceux qui veulent venir, avec un gilet ou pas, hein. Voilà. Il y a la manif de samedi, donc manif avec 2 départs, un à 11h et l'autre à 14h.
pareil, depuis le point fixe de Croix-de-Chavaux. Puis dimanche 24, donc ce dimanche-là qui arrive, il y a un atelier condoléances au vieux monde au 9 rue François Debergue, donc c'est-à-dire à la Parole Errante, dans le but d'écrire ensemble en surmontant nos différences et en s'enrichissant à partir d'une page blanche et de pouvoir écrire ce qui ne va pas ou plus et ce que nous voulons. Merci. Merci Sophia, toutes nos félicitations. Et à l'heureux papa aussi qui est là. Alors on va commencer. Alors ils me tiennent tous à cœur, mais elle plus particulièrement, voilà, c'est aussi une histoire d'amitié. Je parle un peu de moi. Parce que je l'ai vue arriver toute jeune. Tu es la plus jeune députée, non? Une des plus jeunes députées? C'est Adrien. En tout cas, elle n'est pas bien vieille. Et elle a été une grande militante associative, comme je l'ai dit. Elle s'est vraiment beaucoup investie. C'est la militante concrète, voilà. C'est elle qui, pendant la campagne présidentielle, a lancé les caravanes des droits. C'est elle qui s'occupait des groupes d'appui, des groupes d'action. C'est la cheville ouvrière de la France insoumise. Et j'ai été très heureuse d'apprendre qu'elle était élue députée du Val-de-Marne, de la 10e circonscription du Val-de-Marne. Elle est membre de la commission développement durable à l'Assemblée. C'est celle, si vous vous en souvenez, qui a fait s'évanouir Nicolas Hulot, puis fuir du gouvernement Nicolas Hulot. C'est elle qui a lancé la campagne sur la sortie du nucléaire, campagne en dur, puisque nous avons voté, qui a rempli, et donc la meilleure campagne de vote citoyenne comme ça, depuis bien longtemps, 315 000 votants, qui a proposé également la sortie du nucléaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est elle aussi qui défend, avec Alexis, la question des murs à pêche et qui avait fait en sorte, à l'époque de M. Hulot, que les associations de sauvegarde des murs à pêche soient reçues au ministère. Je vous demande d'applaudir Mathilde Panot. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à Delphine pour cette présentation. Je crois que c'est la plus belle présentation qu'on m'ait jamais faite. Et vous dire quel plaisir j'ai d'être avec vous ce soir dans la circonscription qui a élu notre cher collègue et ami Alexis Corbière. Donc moi, je voulais commencer par vous parler un petit peu d'écologie, ou comme disent les jeunes qui en ce moment se mobilisent dans les rues pour demander des actes concrets, politiques, par rapport à l'écologie et donc à la possibilité de survie de l'espèce humaine et des espèces vivantes en général sur notre planète, de vous parler de la trahison écologique de ce gouvernement, puisqu'ils l'appellent le ministère de la trahison écologique et pas de la transition écologique comme ils aiment à s'appeler. Parce que Sophia l'a dit tout à l'heure, on vit quand même un moment historique où s'allient les luttes écologiques, démocratiques et sociales. Et ça, c'est quelque chose qu'on portait extrêmement fortement dans notre programme. Et avec le groupe parlementaire et avec la France insoumise en général, on se réjouit extrêmement fortement de voir que dans les Gilets jaunes, de voir que dans la jeunesse qui commence à faire des grèves scolaires, comme il y en a énormément en ce moment en Europe, on retrouve dans les rues des pancartes, des slogans qui disent fin du mois, fin du monde, même coupable, même combat. Parce que oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, les capitalistes et l'oligarchie qui inventent un monde où, sur une planète quand même, on arrive à une situation délirante où 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. Ce sont les mêmes qui organisent la 6e extinction de masse des espèces. Ce sont les mêmes qui organisent l'érosion des sols. Ce sont les mêmes qui organisent le réchauffement climatique. Et il faut quand même se rappeler, parce que c'est marrant par rapport à ce que disait Sophia tout à l'heure quand elle disait au départ je les ai vus les gros pollueurs, parce que oui, on a beaucoup décrit les Gilets jaunes comme étant un mouvement anti-écologique. Mais il faut se rappeler sur quoi a commencé les Gilets jaunes, même si après ça s'est étendu à effectivement toute l'organisation de la société, et c'est très bien. Mais au départ, les Gilets jaunes, ils s'élèvent, ils s'indignent
contre une taxe carbone. Alors le gouvernement avait beau jeu de dire c'est une taxe extrêmement écologique. Bon, il se trouve que pas de chance, ils avaient écrit un petit courrier à la Commission européenne pour dire que ils faisaient cette taxe écologique, ils l'augmentaient pour compenser les cadeaux qu'ils faisaient aux plus riches. Donc là, on voit bien le lien social et écologie. Et oui, l'écologie, c'est aussi le partage des richesses. Mais ça, je vais vous en parler juste après. Mais donc, ils s'élevaient donc contre cette taxe carbone. Et oui, en fait, ils ont raison de s'élever contre cette taxe carbone, parce que, outre le fait que beaucoup de gens et de gens pauvres ou de classe moyenne étaient obligés, contraints de se déplacer pour aller travailler, pour aller dans les services publics qui s'éloignent de plus en plus, outre ce fait-là, oui, aujourd'hui, cette taxe carbone est profondément injuste et profondément anti-écologique, parce que cette taxe carbone, elle s'attaque d'abord aux gens individuellement, et d'ailleurs aux gens beaucoup plus pauvres, vous comprenez, c'est une taxe, donc forcément les riches en payent moins que les plus pauvres, c'est le principe même d'une taxe. Et donc elle s'attaque aux gens, et notamment aux gens les plus pauvres, mais cette taxe ne s'attaque absolument pas à Total, qui est quand même la 17e entreprise sur 100 entreprises qui ont le plus contribué au réchauffement climatique, à la montée des mers, et donc qui sont principalement responsables de la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais Total, la taxe carbone, non. On vous donne même des quotas d'émissions gratuits, il n'y a aucun souci. Je ne parle même pas des compagnies aériennes, je ne parle pas des paquebots qui polluent à tout va. Donc tout cela, tous ceux qui sont les plus gros pollueurs, on les a laissés tranquillement pendant qu'on demandait aux gens de trinquer pour compenser les cadeaux aux plus riches. Et c'est pas tout, parce que cette taxe carbone, vous vous dites, bon, à la rigueur, si elle allait dans la transition écologique, mais pas du tout. Quand je vous disais qu'elle servait aux cadeaux faits aux plus riches, cette taxe carbone, elle a servi seulement pour 20% pour la transition écologique. Alors qu'il y aurait énormément à faire pour cette transition écologique qui améliorerait le bien-être de tout le monde. Et donc nous nous réjouissons que ce moment arrive, parce que pendant longtemps, on a essayé de culpabiliser les individus. Vous comprenez, l'écologie, c'est finalement être un citoyen modèle qui éteint sa lumière, ferme son robinet d'eau, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des comportements individuels aussi à faire sur l'écologie, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous, ce pourquoi nous nous battons à l'Assemblée nationale, c'est de dire qu'il faut rompre avec ce modèle de production et de consommation qui engraisse les grandes multinationales du monde, qui engraisse sans aucune limite les plus riches de nos pays et des pays dans le monde, et qui laisse la majorité de la population affronter ce changement climatique. Et c'est ça qui se renverse aujourd'hui, et c'est ça dont nous nous réjouissons fortement. Parce que oui, pendant longtemps, il y a eu le clivage, alors les débats politiques tournaient autour du partage des richesses, de la démocratie, et ces débats existent toujours, fort heureusement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle, devant le plus grand enjeu que nous n'ayons jamais eu à combattre, à faire face, et ce plus grand enjeu-là fait qu'aujourd'hui, il y a un nouveau clivage politique. Et ce nouveau clivage politique, il est entre ceux qui sont pour la survie de l'humanité et des espèces vivantes sur Terre, et ceux qui sont les ennemis de cette survie de l'humanité. Alors ils vous diront jamais, nous voulons que l'espèce humaine et les espèces animales et végétales s'éteignent. Non, ils vous disent pas ça. Ils vous disent, si vous êtes plutôt Bolsonaro, Trump, ils vous disent, non, le changement climatique, ça n'existe pas, c'est des cycles qui arrivent. Bon, en France, il y en a quand même beaucoup moins qui disent ça. Enfin, ça a quand même beaucoup avancé. Mais en France, vous avez Emmanuel Macron, qui, lui, vous dit « Non, mais vous comprenez, nous vivons dans un monde globalisé. Donc il faut faire les petits pas. Les petits pas, et c'est comme ça qu'on mènera une politique écologique. » Mais c'est absolument faux. Alors vous allez dire « Bon, c'est pas grave, nous avons la 6e extinction de masse des espèces, nous sommes devant un changement climatique inédit. » Bon, mais par chance, nous avons le champion de la Terre autoproclamé comme président. Alors ça, tous les pays n'ont pas cette chance-là d'avoir quelqu'un qui se dit ça. Alors champion de la Terre, oui. Champion de la Terre des pourris. Parce que quand on regarde sur le glyphosate, par exemple, oui, Macron
nourrit les pourris de l'humanité. Sur le glyphosate, lorsqu'il laisse Monsanto, alors que tout le monde sait, comme tout le monde savait pour l'amiante, comme tout le monde savait pour le chlordécone, alors que tout le monde sait les effets sur la santé que ça a, à la fois pour les paysans et à la fois pour la population française entière contaminée, lorsqu'il laisse Monsanto faire des profits sur notre santé, oui, c'est criminel de continuer à faire ça, et il continue en toute impunité à le faire. De même, lorsqu'il continue le nucléaire à tout va, alors que le nucléaire est un gouffre financier, qu'il met en danger les populations et que c'est une énergie du passé. Vous savez que dans le nucléaire, 80% des travailleurs sont des travailleurs sous-traitants qui reçoivent des doses extrêmement fortes, mais qui, bien sûr, n'ont pas le suivi médical adapté. Donc là encore, tout le monde sait ce que ça fait. Nous pourrions aller vers le 100% énergie renouvelable, mais vous comprenez, notre Premier ministre vient de chez Areva, et donc il y a des intérêts privés qui, effectivement, là encore, en font des ennemis de l'humanité. Et un gouvernement qui continue aussi, et ça c'est extrêmement important, à tout va les accords de libre-échange. Donc les accords qui transbahutent encore plus de marchandises, donc accélèrent la fin du monde, si on veut le dire comme ça, et permettent aux multinationales d'attaquer des États sur des décisions souveraines que prendraient des pays. Et ça, c'est extrêmement grave. Et là encore, Emmanuel Macron est extrêmement doux avec les multinationales. Je vous parlais de Total, je vous parlais de Monsanto. Par contre, il est extrêmement dur avec les militants écologistes qui se battent pour un intérêt général. Et je voudrais quand même qu'on ait une pensée particulière ce soir pour les militants et militantes qui se battent à Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires et qui sont aujourd'hui poursuivis pour association de malfaiteurs. Mais si tout ça peut paraître un peu déprimant, l'écologie, c'est aussi ce qui donne un horizon positif et qui donne un impératif à notre projet politique. Parce que oui, pour avoir une politique écologique, il faudra une politique de partage des richesses et il faudra une vraie démocratie. Oui, si nous créons une agriculture paysanne et écologique comme nous l'avons dans notre programme, si nous allons vers le 100% renouvelable, alors nous relocaliserons l'économie, nous relocaliserons et nous créerons des centaines et des centaines et des dizaines et des centaines de milliers d'emplois dont nous avons fortement besoin dans notre pays vu le nombre de chômeurs qu'ils ont créés et qu'ils nourrissent encore. Et nous serons aussi plus résilients par rapport au changement climatique. Parce que si nous voulons, il faut à la fois atténuer le changement climatique, mais il faut aussi s'adapter au changement climatique. Et si nous voulons nous adapter au changement climatique, il faut une société solidaire. Donc oui, il faut réduire ces écarts de richesse indécents qui existent dans notre société. Parce que si nous vivons tous dans le même écosystème et donc que les gens sont égaux en droit, ils sont aussi égaux en besoin. Et donc, c'est à partir de là que nous allons construire une autre société où, justement, ça sera le mieux vivre. Ça sera faire en sorte qu'il n'y ait plus des millions de gens qui vivent dans des logements où ils ont froid. Ça sera faire en sorte de retravailler notre aménagement du territoire pour que les gens n'aient plus 2 heures, 3 heures, 4 heures de transport par jour à faire pour aller travailler. Ce seront des emplois qui seront créés dans des secteurs qui seront des secteurs de la transition écologique. Et c'est ça le projet positif que nous proposons. Et pour faire ce projet, oui, il faut nommer les responsables, il faut nommer ces multinationales, il faut nommer ces riches qui sont en train de voler notre futur et il faut nous battre fermement contre ces puissances de l'argent. Et c'est ce que nous faisons pied à pied chaque jour à l'Assemblée nationale, c'est ce que nous construisons partout dans le pays et c'est ce que nous allons gagner parce qu'il le faut et parce que nous allons le faire. Merci à vous. Donc, je vous avais dit, elle envoie. Alors maintenant, le Benjamin, celui qui d'un coup a percé l'écran, celui qui, dès la bataille contre la loi travail, disait que cette grande marche serait le piétinement d'un siècle de lutte sociale, celui qui se bat tous les jours à la commission des affaires sociales, celui qui a proposé une loi pour la reconnaissance des pathologies liées au travail, le député de la première circonscription du Nord, monsieur Adrien Quatennens. Merci beaucoup les amis, merci à toutes et tous.
merci à vous d'être venus si nombreux ce soir, d'avoir répondu positivement à l'invitation formulée par votre député Alexis Corbière, que je veux remercier chaleureusement pour son initiative et son invitation de nous avoir réunis ce soir à vos côtés. Alexis, c'est mon attachement tout particulier à notre histoire commune au sens large. Et je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés, on s'en rappelait tout à l'heure, c'était une formation sur l'extrême droite qu'Alexis déployait il y a quelques années. Et moi, je venais d'entrer en politique comme militant. Et je me souviens particulièrement de cela parce qu'il faut le dire, Alexis, avec Jean-Luc et d'autres, font partie de ces militants qui ont toujours eu le souci de former les jeunes après eux, d'être aussi responsables des générations d'après. Et il faut les remercier pour ça. Et c'est aussi le sens de son invitation ce soir. Et je le remercie grandement. Parce que ce n'est pas le fait de tous les responsables politiques du cran dont fait partie Alexis Corbière. Merci bien sûr aux militantes, aux militants qui ont travaillé à l'organisation de ces soirées. C'est sûr qu'on dit souvent que le groupe parlementaire, on parle beaucoup du groupe parlementaire, mais le groupe parlementaire seul n'est rien. C'est un maillon de ce tout qu'est notre mouvement. Et il faut remercier celles et ceux qui, chaque jour, œuvrent à la tâche sur le terrain, organisent des événements comme celui-ci et qui font aussi la force qu'est la nôtre et la force du mouvement qu'est la France Insoumise. Merci à eux de nous accueillir et d'avoir organisé cette soirée. Et puis, merci à vous d'avoir fait le choix d'être présents ce soir. Et je veux le dire à cette heure, en votre nom, à toutes et tous, même si nous partageons ici un moment de fraternité républicaine, une partie de nous tous, sans aucun doute, est également ce soir du côté de la place de la République, dans ce rassemblement contre l'antisémitisme et contre le racisme, parce que, et il faut le répéter sans cesse, le combat pour l'égalité est l'un des fondements de notre engagement politique, et nous ne tolérons par conséquent pas que quiconque soit disqualifié pour ses croyances religieuses, pour sa couleur de peau, pour son orientation sexuelle, pour son genre ou que sais-je. Et là est l'un des fondements du combat humaniste que nous menons. Et c'est pourquoi nous avons une pensée pour ce rassemblement. Et nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes commis. Et nous ne confondons pas tout. Nous refusons aussi les amalgames douteux qui sont parfois faits et le risque inconsidéré que prennent celles et ceux qui instrumentalisent cette cause noble et cette lutte qu'il faut mener contre l'antisémitisme et contre le racisme à des fins politiciennes, car ils prennent des risques que nous ne mesurons pas. Et nous sommes infaillibles sur le sujet. Voilà ce mot que je voulais dire en votre nom à toutes et tous ce soir depuis cette salle. Et je sais que lorsque nous avons choisi de maintenir cette réunion qui était prévue de longue date, nous savions aussi qu'en déployant une analyse politique, en discutant collectivement, eh bien, nous participons à ce combat permanent pour l'égalité républicaine. Alors, Mathilde a largement commencé à le dire. Cela fait maintenant plus de 3 mois, 14 semaines, que notre pays connaît une contestation populaire inédite dans sa forme. Et depuis quelques années, de scrutin en scrutin, toute la classe politique s'étonne de l'abstention considérable que l'on voit grimper et dit « Quel dommage, le peuple ne se préoccupe plus de politique ». Et bien là, précisément, depuis 3 mois, et le témoignage de Sophia en atteste, c'est la réappropriation collective de la politique. On nous a beaucoup fait le coup de la récupération politique, au sens tout à fait politicien du terme. Mais nous disons haut et fort que c'est salutaire de voir que le mouvement des Gilets jaunes, c'est ce peuple français dont beaucoup disaient qu'il était résigné, qui décide de faire, au sens noble du terme, de la récupération politique, au sens de se réapproprier la politique. Car se rassembler sur des ronds-points, organiser l'action collective, discuter ensemble de revendications communes, porter des cahiers de revendications et débattre, ça n'est rien d'autre que de faire de la politique au bon sens du terme. Voilà ce que doit être la politique. Et bravo aux Gilets jaunes de faire cette démonstration impeccable. Leur abnégation force l'admiration, car beaucoup pariaient depuis le premier jour sur l'essoufflement. Et d'ailleurs, voir un mouvement qui a outrepassé la trêve des confiseurs, malgré tout ce qui a été tenté depuis 3 mois, car on leur aura tout fait depuis 3 mois. Mathilde l'a dit, au départ, c'était un mouvement prétendument anti-écolo. Puis ensuite, souvenez-vous-en, c'était un mouvement duquel il ne fallait pas s'approcher parce qu'il était soi-disant d'extrême droite. Puis après, parce qu'il y avait, semaine après semaine, des scènes de violence urbaine que l'on a vues,
et que nous avons condamné parce que nous pensons que la violence en politique n'est pas la bonne stratégie, alors ils ont tenté de faire en sorte de résumer ce mouvement à la violence. Et il ne fallait plus y aller sous peine d'être même complice des violences, même quand vous manifestiez pacifiquement. Tout ça, ils l'ont tenté et ils n'ont pas réussi. Ça n'a pas fonctionné. La mobilisation non seulement a continué, elle s'est même amplifiée après les fêtes de fin d'année, et qui plus est, par-delà celles et ceux qui mettent le gilet jaune, il y a toutes celles et ceux qui ne le mettent pas ou ne le mettent pas encore et qui sont pour autant d'accord avec ce que les gilets jaunes racontent. Et c'est bien ça l'essentiel. Et sur ce point, on le sait, sur l'essentiel de revendications, Macron est minoritaire dans le pays, puisque l'essentiel des revendications sont soutenues par la majorité. Bref, tout aura été tenté, même ce fameux grand débat. Ce fameux grand débat dont Emmanuel Macron espérait qu'il allait faire rentrer tout le monde chez soi, mettre la contestation populaire sous le tapis. Et là, comme il est bien à la peine, il voit que dans quelques semaines, son grand débat va se terminer, mais pas le mouvement des Gilets jaunes, qui lui va continuer. Alors maintenant, parce que quelques furieux se laissent aller à des agissements abjects que nous condamnons, eh bien ils vont tenter de faire l'amalgame et de coller l'étiquette d'antisémite à tout le mouvement des Gilets jaunes. C'est intolérable. Et ça aussi, nous devons le condamner fermement, car le mouvement des Gilets jaunes n'est ni raciste, ni homophobe, ni antisémite. C'est un mouvement pour la réappropriation démocratique, pour la justice sociale et la justice fiscale. Je sais que Alexis viendra après sur notamment les aspects démocratiques qui sont l'essentiel des revendications qui se sont cristallisées à mesure que les semaines passaient. Mais vous le savez, le cœur de l'affaire, c'est la justice sociale, c'est la justice fiscale. Il y a 3 jours de cela, j'étais au porte-à-porte avec les militants de la France Insoumise à Lille, et un témoignage m'a particulièrement marqué. Quelqu'un m'a dit, vous savez, monsieur Catenins, nous, on a notre toit qui menace de tomber sur la tête, on n'a plus d'eau chaude, alors beaucoup de discours politiques nous paraissent hors sol. Mais je peux vous dire une chose, les gilets jaunes, on les soutient. Mais pour nous, c'est tellement dur que même mettre le gilet jaune, c'est trop compliqué. Parce que oui, derrière les gilets jaunes qui ont cette capacité formidable de se mobiliser, il y a toute cette France qui continue d'être invisible, mais qui pour autant les soutient. Alors, nous disons à Emmanuel Macron que s'il croit, par quelques astuces que ce soit, qu'il va venir à bout de ce mouvement, il se trompe. Ça n'est pas une simple crise, c'est un véritable point de rupture qui est atteint. Vous avez vu que dans le grand débat, la question sociale est abordée d'une drôle de manière. Sur la fiscalité, par exemple, Emmanuel Macron pose de drôles de questions. Il a compris que le mouvement des Gilets jaunes voulait moins d'impôts. Moins d'impôts peut-être, mais pas pour tout le monde. Le problème est bien celle de la répartition de l'effort entre tous. Et donc la question posée par Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat, c'est « Mais dites-nous, vous voulez moins d'impôts ? Alors on vous laisse le choix. Dans quel service public vous voulez couper ? Voilà ce qu'il vous propose. Voilà le choix qu'il vous offre. » Sans comprendre que le problème est bien celui de la répartition de l'effort entre tous. Car il faut dire et répéter, comme nous l'avions fait lors de la campagne présidentielle, qu'on ne peut pas avoir un système où tout l'effort fiscal pèse sur le dos de ce qu'on a appelé à la SERP les classes moyennes, c'est-à-dire les contribuables les plus modestes. Et avec le système que nous avions proposé de 14 tranches d'impôts, l'effort serait lissé entre tous. Chacun paierait. Les petits paieraient petits et les gros paieraient gros. Et ainsi, on aurait une meilleure répartition qui ferait qu'avec les 14 tranches d'impôts que nous proposons, notez et répétez que toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, et ça fait beaucoup de monde dans ce pays, avec notre système, paieraient moins d'impôts. Voilà qui contribuerait à la justice fiscale. On ne peut pas demander toujours aux mêmes de faire plus d'efforts quand dans le même temps, on en redistribue toujours aux plus riches de ce pays, comme la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a consisté à redistribuer 1 million d'euros aux 100 plus riches de ce pays, comme la flat tax, comme le CICE, ce crédit d'impôt compétitivité emploi qui nous coûte à toutes et tous la bagatelle de 20 milliards d'euros par an. Et est-ce que vous avez vu que pour le CICE ou pour toutes les mesures fiscales, Édouard Philippe ait demandé des contreparties? Non. Par contre, il entend demander des contreparties à celles et ceux qui bénéficient des minima sociaux. Parce qu'il pense que quand on bénéficie des minima sociaux, comme Emmanuel Macron le pensait pour les retraités qui gagnaient autour de 1 200 €, alors on serait privilégié. Par contre, pour les riches, par contre, pour les puissants, ceux qui ont déjà beaucoup, ceux qui sont au cœur de l'économie de ce pays, eux, jamais de contrepartie. Et pour quel résultat, s'il vous plaît? Quand on regarde le crédit d'impôt compétitivité, ce que ça a coûté pour ce que ça a permis de créer ou de maintenir comme emploi, eh bien, faites le ratio. Ça a coûté en moyenne 160 000 € d'argent public pour un emploi créé ou maintenu. Convenez que ça fait quand même assez cher l'emploi créé ou maintenu. C'est beaucoup plus cher, par exemple,
que la diminution du temps de travail qui, elle, a été véritablement créatrice d'emplois. Par conséquent, nous ne manquons pas d'idées s'ils ont vraiment à cœur de faire de la justice fiscale, mais vraisemblablement, tout le monde voit que ce n'est pas le cas. De la même manière, nous disons haut et fort que les gilets jaunes, c'est aussi cette France qui sait qu'il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un emploi, contrairement à ce que raconte Emmanuel Macron, et qu'ils ont beau nous répéter sans cesse qu'il y aurait énormément d'emplois non pourvus. Quand vous regardez ce qu'il y a, de masse considérable de gens qui sont empêchés, pas parce qu'ils manquent de travail, mais parce qu'ils manquent d'emplois dans ce pays. Nous avons un problème de pénurie d'emplois, de création d'activités. Notez qu'il y a en moyenne 1 emploi non pourvu pour 40 chômeurs. Par conséquent, même si vous mettiez, comme Édouard Philippe et Emmanuel Macron nous le disent, tous les chômeurs dans une case vide, il vous reste de toute façon une masse considérable de chômage, et ça, ils refusent de le voir. De la même manière qu'ils refusent d'être clairs et précis sur ce qu'il convient de faire pour lutter contre les emplois précaires. Car vous devez savoir que près de 80% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, qui fait que vous disparaissez temporairement des statistiques du chômage, mais que vous y réapparaissez quelques mois plus tard. Nous avons proposé une solution. Puisque le CDI doit être la règle, nous avons proposé qu'il y ait un quota modulable en fonction de la taille de l'entreprise. 10% de contrats courts dans les petites et moyennes entreprises, 5% dans les grandes. On en est très loin aujourd'hui quand on voit le flux de ce qui est signé. De la même manière, nous voudrions généraliser l'expérimentation qui a été faite d'État employeur en dernier ressort avec la solution qui a été proposée par ATD Quart Monde, qui permet de transformer des indemnités en contrats de travail et de répondre à des besoins qui, parce que l'économie telle qu'elle fonctionne est soucieuse uniquement de rentabilité, n'y répond plus. Voilà des solutions intelligentes, de la même manière que nous continuons à réaffirmer que face à cette pénurie d'emploi, la belle perspective, celle qui est bien plus intelligente, celle qui permet le bien vivre et celle qui évite la gabegie financière du CICE, c'est le partage du temps de travail dans la semaine, dans la vie également. Parce que le prochain coup qu'Emmanuel Macron s'apprête à nous faire à toutes et tous, voulant tirer profit de toutes les situations, c'est bien sûr la question des retraites, sur laquelle je vous appelle à la plus grande vigilance. Car en Macronie, il y a quelques termes qui paraissent bienveillants dont il faut particulièrement se méfier. C'est le cas par exemple de la confiance. On l'a vu encore récemment avec le projet de loi Blanquer sur l'école de la confiance. Souvenez-vous que Madame Pénicaud, Delphine en parlait, dès la loi sur les ordonnances travail, nous appelait à faire le pari de la confiance dans le dialogue social, qui s'est avéré par la suite, on l'a vu, être un véritable monologue patronal avec des difficultés en plus pour tout le monde, y compris des renoncements à aller au prud'homme parce qu'on sait le résultat derrière. C'est comme c'est maintenant il y a un barème, eh bien vous n'avez plus toujours la suite. Et puis surtout, les employeurs savent à l'avance combien ça vous coûte pour un licenciement abusif. Eh bien, ce pari de la confiance, ils appellent à le faire en tout et pour tout. De la même manière, ils veulent harmoniser et simplifier. Et l'harmonisation, la simplification en Macronie n'est jamais tout à fait bonne. Elle se fait toujours vers le moins-disant social. Eh bien, je vous alerte sur la question des retraites. Parce que la rhétorique est facile de consister à dire qu'avec un système par points qui ferait que vous partirez toutes et tous de la même ligne de départ, cumulant des points dans votre besace au fur et à mesure de votre carrière, que vous auriez ensuite à traduire avec un coefficient en fin de carrière, coefficient dont vous ne connaîtrez pas la valeur à l'avance, qui pourra changer d'année en année, eh bien va faire que malgré le maintien de l'âge légal, les gens seront amenés à travailler toujours plus. Et c'est François Fillon qui, pendant la campagne présidentielle, devant un lobby patronal, avait parfaitement résumé la situation sur la retraite à points. Que disait-il ? François Fillon disait, je cite, c'est pas tous les jours que je cite du François Fillon, « La retraite par points, j'y suis favorable, disait-il, mais il ne faut pas qu'on mente aux Français. Ça ne va pas régler le problème des retraites, ça va simplement permettre que, comme chaque année, on diminuera la valeur du point, on pourra, en définitive, diminuer la valeur des pensions. » Tout est dit, sans compter des arguments absolument fallacieux, du genre que, comme la valeur du point sera fonction de l'espérance de vie d'une génération, alors ce serait égalitaire. Parce qu'en Macronie, on nie le fait que si l'espérance de vie a augmenté, c'est précisément parce que la durée du temps de travail a diminué. Contrairement à l'anathème qu'ils nous ressortent à chaque fois sur le fait que comme on vit plus longtemps, eh bien il faudrait travailler plus longtemps également. C'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. Alors, il faut dire et répéter qu'à toutes ces étapes, nous serons, comme c'est le cas depuis le début de ce quinquennat, face à Emmanuel Macron, avec toutes celles et ceux dans tous les secteurs de la société qui décident de mener le combat. Et plutôt que d'être simplement toujours dans un combat défensif,
Nous vous faisons la démonstration à chaque étape, collectivement, que c'est un projet enthousiasmant qu'est le nôtre. Nous voulons proposer au pays autre chose que de se lever le matin pour jouer une compétition absurde qui fait qu'il n'y a même plus de sens au travail. On ne sait plus bien ce qu'on fait quand on a la chance d'en avoir un. Dans quel cadre on le fait? Pourquoi on le fait? Nous voudrions, oui, proposer au pays de se lever le matin pour concourir à l'intérêt général, pour faire en sorte, Mathilde l'a dit, de solder des défis qui, de toute façon, et par-delà nos désaccords politiques, seront à solder et qui vont devoir toutes et tous nous occuper. Notre génération est mise au pied du mur sur un certain nombre de ces défis. Et pour pouvoir les solder, pour pouvoir les relever, il y a un certain nombre de verrous à faire sauter. Eh bien, je sais que parfois, on a le sentiment de se battre, il faut le dire, à la petite cuillère contre des bulldozers. Mais par chance, il semblerait que nous soyons de plus en plus nombreux à prendre la petite cuillère. Merci à vous. Merci, Adrien. Maintenant, une députée qui sait sacrément prendre la petite cuillère. Militante féministe et antiraciste depuis des années, ça fait des années qu'on se connaît là-dessus, qui a été de ceux, parce que vous êtes tous battus, mais en tout cas, on l'a beaucoup vue et elle n'a pas beaucoup dormi quand elle s'est battue contre la loi immonde, asile et immigration. Elle a fait une proposition de loi avec Alexis et d'autres contre tous les recours aux armes et aux techniques d'immobilisation létale et à toutes les armes qui sont aujourd'hui utilisées par la police à l'encontre des manifestants et qui font chaque week-end des victimes. C'est elle qui assure le lien entre le groupe parlementaire et le programme de la France Insoumise. Membre de la commission des lois, spécialiste des droits, liberté et justice, je vous demande d'accueillir la députée de la 17e circonscription de Paris, à savoir le 18e et 19e arrondissement, Danielle Obono. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour cet accueil et de nous accueillir aujourd'hui à Montreuil avec mes collègues, amis et camarades députés. Je suis très très heureuse d'être ici ce soir et comme l'ont dit précédemment mes collègues, je suis aussi également bien entendu en pensée avec Paris, avec Marseille et avec toutes les villes et les endroits en France où il y a aujourd'hui des rassemblements contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon dans la conférence de presse que nous avons donnée ce matin, au cœur de notre mouvement, au cœur de notre programme, la lutte pour l'égalité des droits, pour la justice, la dignité est une valeur consubstantielle de ce que nous portons et ce combat nous le menons dans les mobilisations, dans les rassemblements, à l'Assemblée nationale et nous continuerons à le mener. Nous ne baisserons pas les yeux, nous ne baisserons pas les bras et donc c'est important de le réaffirmer. Ce que nous faisons aujourd'hui aussi, et ça a été dit par Adrien, à mon sens participe de ce combat pour l'égalité et contre le racisme. Je voulais aussi dire un petit mot tout de même pour remercier Alexis Corbière qui a pensé ce meeting et qui nous a invités. C'est important parce que c'est une manière aussi pour nous d'expliquer ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, de transmettre cette expérience et de témoigner du travail qu'on fait à l'Assemblée nationale où on est des individualités avec des parcours, des sensibilités différentes, des profils différents, mais on est aussi un groupe grâce à ces individus et Alexis fait partie des piliers, je crois qu'on peut tous le dire, qui soude ce groupe par son humour que vous connaissez tous, ses traits d'esprit. Et donc je suis très fière d'être aujourd'hui avec lui et très heureuse de partager ce moment. Alors moi je voudrais commencer par revenir par ce moment politique historique qu'on vit en ce moment. J'ai trouvé vraiment très importante l'intervention de Sophia parce que c'est pas juste un témoignage individuel, c'est une partie de l'histoire avec un grand H
qu'on construit aujourd'hui, que construisent tous les gilets jaunes, que construisent toutes les personnes qui manifestent depuis des semaines dans les rues, sur les ronds-points. Et c'est important de dire ça parce que l'histoire, elle est tellement écrite par ceux qui ont gagné jusqu'à présent, par les dominants, qui invisibilisent nos luttes, invisibilisent tout ce qui porte d'espoir, d'émancipation, de créativité, que c'est important de se le dire à soi-même qu'on est en train d'écrire l'histoire. Il faut le dire et le rappeler, écrire ces témoignages, les partager, parce que c'est important. Moi, j'ai été particulièrement inspirée par un article du très bon magazine Reporter qui parlait de l'expérience formidable qui se crée à Saint-Nazaire, je ne sais pas si vous l'avez lu, à la Maison du Peuple, où les Gilets jaunes retrouvent les dockers et voilà, font vivre ce moment individuellement et collectivement qui est plein d'inspiration. Je voulais revenir sur quelques paroles qui sont tellement fortes. Quand les uns et les autres disent que le mépris et la violence n'ont fait qu'accroître notre détermination. Quand ils expliquent que c'est tellement agréable, après une journée de manif, dans le froid, de revenir à la Maison du Peuple. Il fait bon, il y a du café et tous les gens. Quand ils témoignent de cette convergence, nous avons décidé d'y aller à la Maison du Peuple pour tenir nos trajets et nous y sommes restés. C'est devenu un lieu d'organisation du mouvement. Tellement de témoignages qui montrent ce qui est la vérité et le cœur de ce mouvement, qui montre pourquoi le mouvement de la France Insoumise, le groupe, s'est battu aux côtés pour porter dans l'hémicycle ces revendications et dans la rue tous les jours, parce que, cela a été dit, c'est un mouvement qui porte des revendications dans leur grande majorité que nous portons, nous avons porté dans plein de luttes différentes sur les questions sociales, fiscales, écologiques. C'est un mouvement surtout qu'on attend depuis tellement longtemps. Quand on est militant de gauche progressiste qui croit qui pensons et qui défendons l'idée que l'histoire se fait par les gens, que l'insurrection citoyenne c'est pas une vue de l'esprit, qui avons été inspirés par toutes les mobilisations citoyennes qui se déroulent à travers le monde, depuis l'Amérique latine jusqu'à l'Afrique du Nord et aujourd'hui en France. C'est un moment historique et c'est justement parce que ces moments-là est historique que la réponse du gouvernement a été et continue d'être tellement violente. Je voulais revenir rapidement parce que c'est aussi important de pouvoir comprendre à quoi on a affaire, quel gouvernement et comment, y compris dans ce moment des Gilets jaunes, la manière dont le gouvernement répond caractérise ce qu'est ce gouvernement. Non seulement le gouvernement des riches, au service des riches, mais un gouvernement qui n'hésite pas aujourd'hui à entamer une dérive autoritaire de plus en plus forte pour imposer sa loi. Parce que justement, le consentement n'y est plus. En France et dans d'autres pays, les peuples n'ont jamais consenti véritablement, n'ont jamais adhéré avec enthousiasme à la doctrine néolibérale, à la guerre de tous contre tous, et puis le meilleur vaincra. Mais l'usure de ce projet néolibéral s'est accentuée et aujourd'hui les gouvernements, notamment le gouvernement Macron, n'ont plus que la matraque et la police des corps et des esprits aussi pour imposer leurs lois. Et je crois que la vérité de la Macronie se lit dans le visage d'Alexandre Benalla, se lit aujourd'hui dans le nombre de visages mutilés, dans les gardes à vue, les humiliations qui ont été imposé à ces jeunes à Mantes-la-Jolie, se lit dans ces chiffres terrifiants de plus de 5000 gardes à vue, plus de 1000 aujourd'hui condamnations sur les personnes qui sont décédées. Ça, c'est la vérité du pouvoir macronien. Je crois que cette réponse autoritaire, on parle d'accélération parce que on a eu quand même des signes depuis le début du mandat. C'est même comme ça qu'on a commencé. Adrien parlait et on a évoqué la lutte contre la casse du Code du travail, mais juste après, et l'articulation des deux montre justement les deux faces de ce gouvernement, il y a eu les débats sur la loi, sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, où ce qui s'est passé, c'est qu'on a
tout simplement intégrer dans le droit commun, dans l'état de droit, des dispositifs de l'état d'urgence. Je crois que il faut comprendre, et c'est vrai qu'on vit depuis quelques années dans un moment où on vit et revit souvent le traumatisme des actes terroristes qui ont été commis, et la manière dont les gouvernements ont choisi d'y répondre en instrumentalisant cela pour faire reculer les droits est absolument lamentable, grave. Ce n'est pas simplement la France insoumise qui le dit, ce sont toutes les organisations de défense des droits humains au niveau international, et on en a vu la concrétisation dès le début du mandat dans ce premier projet de loi projet de loi et loi qui a été voté. L'état d'urgence, rappelons-le, ce sont des mesures exceptionnelles qui, y compris dans la loi, sont explicitement décrites comme dérogatoires de droit commun, c'est-à-dire que on va priver de droits et de libertés au motif que l'urgence est telle qu'on n'a pas d'autre moyen de le faire. Et donc c'est encadré sur une courte période. On cède un certain nombre de ces droits fondamentaux parce qu'on considère que l'urgence est telle, voilà, qu'il faut ces moyens exceptionnels. Mais le droit, l'état de droit, justement, indique que c'est exceptionnel. Et ce qu'ont fait le gouvernement et la majorité macroniste, c'est qu'ils l'ont inscrit dans le droit commun, dans la manière dont un État considère qu'on doit maintenir l'ordre, dont on doit gérer les affaires de la cité. Et ça, c'est un recul fondamental par rapport non seulement à la France d'aujourd'hui, mais à toute l'histoire, justement, de la bataille de la démocratie, de toutes les idées, du courant des Lumières, mais de toutes les idées libérale au sens auquel on adhère, sur les libertés et les droits fondamentaux. Et ce n'est pas pour rien, je le rappelle, et il faut le dire, que la Cour européenne des droits humains, l'ONU, ont alerté toutes les organisations de défense des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, ont alerté en disant que ce qui se passait en France était extrêmement grave. Ça, c'était un premier indice qui s'est accentué et dont on a vu dernièrement, et encore une fois, la manière dont le gouvernement répond au mouvement des Gilets jaunes est vraiment indicateur d'une vision politique plus générale lors des débats sur la loi anti-manifestants, anti-Gilets jaunes, mais qui va en fait s'adresser à tout un chacun individuellement en tant que citoyen. Là aussi, une loi à la fois d'opportunité, mais qui s'inscrit justement dans la construction de plus en plus autoritaire du pouvoir macronien, où on va empêcher les citoyens d'exercer un droit fondamental en démocratie, c'est celui de manifester, c'est celui d'exprimer son opposition au pouvoir, à l'État, qui est la marque. Il n'y a pas de démocratie sans expression de l'opposition, qu'elle soit sociale, politique. Sinon, il y a des régimes, y compris aujourd'hui dans le monde, où il y a des droits formels, mais ce qui fait la marque de la démocratie, c'est l'opposition. C'est le fait qu'une opposition, elle a des droits qui sont reconnus et elle peut s'exprimer. Et quand je parle d'opposition, c'est pas simplement opposition politique organisée, mais l'opposition citoyenne, même individuelle, doit pouvoir s'exprimer. Et ce qui a été remis en cause, c'est ce droit fondamental-là. Non seulement vis-à-vis des manifestants, mais même des personnes dont on soupçonne qu'elles ou ils pourraient, en allant à une manifestation, faire telle ou telle chose, à tel point qu'on en arrive à se croire dans un bon ou mauvais film d'anticipation, de science-fiction. Je crois que vous avez certainement entendu ou vu ce genre de film comme Minority Report, où en fait on arrête des gens sur la suspicion de ce qu'ils pourraient faire. Et lors des débats à l'Assemblée nationale, l'intervention d'un de nos collègues, qui est loin d'être un insoumis, qui s'appelle Charles de Courson, qui est un député centriste, de droite, mais une droite, comme ça, pas extrémiste, mais bonne droite, qui a fait une intervention, et je crois que ça a beaucoup marqué, parce que nous, quand on mène cette bataille-là avec les collègues, on nous traite toujours d'excités, d'extrémistes, etc. Mais venant de quelqu'un comme Charles de Courson, c'est assez dépoté, et c'était vraiment marquant quand il a interpellé
nos collègues en disant ce que vous êtes en train de faire là. Si un gouvernement d'extrême droite ou de droite extrême arrivait au pouvoir, vous le regretteriez et nous le regretterons amèrement parce que, je crois que sa formule, c'est Vichy. Il a évoqué ça. Et venant de lui, y compris en connaissant son histoire personnelle, ça a été très marquant. Et on est beaucoup à avoir approuvé, au-delà des rangs d'ailleurs de la France Insoumise, son propos. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un futur proche ou plus ou moins proche dont on parle. C'est pas une dystopie, c'est pas voilà comme dans les romans ou les films d'anticipation ce qui se passerait si. C'est ce qui est en train de se passer. La dystopie, elle est en train d'être mise en place. Ces lois sont actuellement en œuvre. La loi sur la sécurité intérieure est actuellement en œuvre. On est en train de vivre une dystopie, c'est-à-dire la réalité d'un pouvoir autoritaire qui ne supporte aucune opposition, qu'elle soit médiatique, politique, sociale, et qui utilise la loi, l'ordre, la sécurité pour l'empêcher. Donc nous ne sommes pas dans l'après, nous sommes dans le maintenant de cette dérive autoritaire et c'est important d'en prendre conscience pour se rendre compte des enjeux à non seulement s'opposer à cette orientation et à cette dérive, combattre pied à pied ces propositions de loi, c'est ce que nous avons fait et que nous continuons à faire au sein du groupe de la France Insoumise, mais surtout proposer et faire voir que ce n'est pas le seul monde possible. Aujourd'hui, la Macronie n'est pas la fin des possibles. Au contraire, aujourd'hui, en France, avec un mouvement comme celui des Gilets jaunes, on voit les possibilités d'un autre monde, d'un autre partage des richesses. Et sur ces deux plans, à la fois la bataille déterminée contre cette dérive autoritaire qui participe y compris à alimenter les tensions, qui participe y compris à opposer les uns aux autres, opposer les Gilets jaunes aux syndicalistes, opposer au sein des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui rassemble aujourd'hui largement notre peuple, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les religions, qui est porté par une majorité de notre population, que l'on vive dans les centres-villes ou dans les campagnes. Et la réponse autoritaire du gouvernement, elle tend à opposer les gens, à désigner à la vindicte de la bonne société, telle ou telle. Et il faut vraiment être déterminé à combattre la démonisation et la diabolisation du mouvement des Gilets jaunes parce qu'elle participe d'une démonisation, d'une diabolisation de l'ensemble des mouvements sociaux, de l'ensemble des mouvements d'opposition. Je vais terminer par témoigner un peu du travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale assez rapidement sur à la fois, comme je disais, l'opposition à l'ensemble de ces mesures et comment on l'a fait, parce que ça donne aussi une idée, à mon avis, de ce qu'on a à faire dans les prochaines semaines. Ça a d'abord été, bien entendu, le soutien à l'ensemble des mobilisations, aussi bien celui des associations, des ONG, des syndicats. Être aux côtés de celles et ceux qui luttent, c'est vraiment la boussole qui est la nôtre à l'Assemblée nationale, et surtout être des députés, des représentants de la nation qui ne se battent pas simplement à l'intérieur de l'institution, mais qui sont aussi en dehors, qui sont aussi aux côtés de celles et ceux qui luttent. C'est ce que nous avons fait, que nous continuons à faire pour tous les mouvements. Nous avons aussi montré, à travers nos amendements, à travers nos propositions de loi, qu'il n'y avait pas de fatalité à la politique de la majorité, avec, cela a été dit, les propositions de loi, par exemple, sur la question du mouvement d'interdiction des armes mutilantes, des grenades, des lanceurs de balles, d'interdiction des techniques d'immobilisation.
non seulement sur cet aspect contre la répression, mais aussi ce que nous avons porté, et je pense que Alexis en reparlera, à travers des propositions comme celles que nous avons portées dans la révision constitutionnelle pour élargir les droits, ou dernièrement, vous en entendrez parler dans quelques jours, nous avons notre niche parlementaire où nous mettons au débat de l'Assemblée nationale le référendum d'initiative citoyenne, l'interdiction du glyphosate, l'interdiction de la malbouffe et tout un ensemble de propositions justement qui montrent, et c'est ce que nous avons fait depuis plus d'1 an et demi que nous sommes à l'Assemblée nationale, que nous sommes non seulement une force d'opposition, mais une force de proposition, que nous construisons aujourd'hui les outils pour reconstruire tout ce que la Macronie est en train de systématiquement détruire, et que le mouvement qui aujourd'hui secoue notre pays dans le bon sens du terme, qui porte tellement d'aspirations, qui peut et qui doit aujourd'hui inspirer toutes les luttes et peut converger avec toutes les luttes. Il y a des rendez-vous dans les prochaines semaines à construire les convergences qui peuvent se faire entre le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de la jeunesse en faveur de la transition écologique, les mouvements qui vont construire dans les prochains mois des mobilisations sur la question de l'égalité, les droits, la lutte contre les discriminations. Tous ces mouvements-là, nous les portons, nous les construisons, parce que nous pensons qu'il n'y a pas de fatalité à la Macronie, au monde qui veulent construire et nous imposer. Et nous continuerons avec vous, et parce que ça c'est aussi une dimension importante. Je commençais en parlant un peu de l'expérience du groupe parlementaire des 17. Nous avons été capables, je crois, de rendre et représenter la France insoumise, le programme, parce que nous étions aussi portés par le mouvement, par les équipes qui travaillent avec nos équipes sur les questions thématiques, sur nous aider à faire des amendements, par le travail des groupes d'action qui relaient les campagnes partout, les insoumis et les insoumises qui à chaque fois diffusent nos vidéos, etc. Et je dois vous dire, c'est important de le dire, à 17, quand on est dans la tranchée, quand on entend toutes les horreurs qui sortent de la bouche des députés de la Macronie, c'est vraiment la pensée, le savoir que vous êtes là, vous êtes autour, vous écoutez, vous diffusez, qui nous fait tenir, y compris physiquement, dans l'hémicycle, et qui nous fait continuer encore et encore. Et donc de ça, je voulais vous remercier et vous dire que nous, on ne lâche rien, ne lâchez rien, et ensemble, on va y arriver. Merci Daniel. Donc, on a fini, je crois. Non, je plaisante. Il y a un peu plus d'1 an et demi, on faisait un magnifique meeting en plein air sur la place, là, devant, pour la candidature d'Alexis Corbière. Ces 17 députés et Alexis doivent leur réussite à leur travail, leur acharnement, mais comme tu viens de le dire, ils le doivent aussi à tous les camarades et camarades d'eux investis dans la bataille. Nous avons été très nombreux à Montreuil et à Bagnolet, donc je voudrais saluer tout le monde. Voilà, saluer les élus municipaux et saluer notre député qui tous les jours se bat pour notre circonscription et pour des questions plus générales aussi, puisqu'il est membre de la commission défense. Merci. Merci à Delphine Beauvois, qui animait cette soirée et qui est une dirigeante politique depuis longtemps, militante féministe, et qui était ma directrice de campagne. Elle n'est pas là uniquement pour présenter les députés. C'est une chef politique et qui dira peut-être dans les prochaines échéances quelqu'un qui jouera un rôle majeur dans cette ville. Je voulais commencer d'abord de manière solennelle, en vous remerciant d'être présent, mais je vais revenir sur les remerciements. Mais avec solennité, car les heures que nous venons de traverser, depuis 48 heures, ont eu un goût parfois détestable pour les femmes et les hommes que nous sommes, qui ont toute une vie engagée contre le racisme et contre l'antisémitisme. Je voudrais dire les choses clairement.
Nous sommes, et ce depuis longtemps, je dirais même, je m'expliquerai pourquoi, depuis 2 siècles au moins, au premier rang de ceux qui sont farouchement opposés à l'antisémitisme. Nous le sommes de manière claire, nette. Nous n'acceptons pas que des cimetières soient profanés par des croix gammées, que des fous néo-nazis marquent sur une boulangerie Juden, comme c'était le cas dans l'Allemagne hitlérienne. Nous n'acceptons pas que l'on crie un homme, quel que soit ce qu'il ait écrit, retourne chez toi à Tel Aviv, car cet homme est un Français, un de nos compatriotes. Nous n'acceptons pas qu'on flétrisse quelqu'un en fonction de ses convictions spirituelles. Nous ne l'acceptons pas, mes amis, et je crois que nous serons tous d'accord là-dessus. Parce que celui qui serait insensible au fait qu'un de nos concitoyens se fasse traiter de sale juif, le sera aussi si l'on crie sale arabe, si l'on crie sale noir, si l'on crie sale pédé. Nous n'acceptons pas toutes ces formes de racisme et de discrimination. Je le dis clairement, et malheur à ceux qui, au nom d'un petit jeu politicien, laissent entretenir une soi-disant ambiguïté dans notre camp sur ces questions-là. On ne joue pas avec la lutte contre l'antisémitisme. Et je le dirai aussi à bon entendeur salut, on ne fabrique pas des antisémites, il y en a assez dans le pays. Prenez garde, et je ne m'adresse pas bien entendu à cette salle, mais prenez garde à ceux qui, au nom d'une indignation légitime, et j'ai une pensée moi aussi pour tous ceux qui se sont rassemblés à République ailleurs, veulent jouer un autre jeu tel que ça a été expliqué tout à l'heure. Je le dis clairement, pour moi, qui me réclame, vous le savez, notamment du grand mouvement qu'est la Révolution française, de la grande œuvre de la Révolution française. Je suis de ceux qui, si j'avais vécu à cette époque, auraient été fiers d'être présents le 27 septembre 1791, car grâce à 3 grandes personnalités de la Révolution française, Clermont-Tonnerre, l'abbé Grégoire et Maximilien Robespierre, un décret d'émancipation des Juifs a été arraché et proclamé dans la grande Révolution française qu'il est de bon ton aujourd'hui de salir. C'est les révolutionnaires français qui ont donné leur plein droit aux Juifs français, à nos compatriotes, et nous gardons le fil de cette continuité, qu'il y ait 2 siècles ou encore aujourd'hui. Citoyens français à part entière, quelles que soient les convictions spirituelles de chacun. Et c'est là, bien entendu, une filiation qui fait de nous, quelque part, des héritiers du combat des Lumières. Les amis, ça a été dit clairement, mais pardon, on en avait gros sur le cœur, vous l'avez compris, les copains qui ont parlé précédemment. Mais il y a des moments où il faut dire des choses nettement. Sur ce, je veux vous faire partager tout le plaisir que j'ai à être à vos côtés en vous remerciant précisément dans ce contexte d'être venus, si nombreux d'ailleurs, après une soirée hier soir où à Bagnolet, déjà plus de 100 personnes se sont réunies. C'est quelque part la confirmation, me semble-t-il, qu'il y a une volonté de débat, d'échange politique, d'écoute politique, et peut-être aussi, sans doute, d'une forme de sensibilité à ce que nous faisons malgré ce qui se dit. Je veux remercier bien sûr vous qui êtes venus, mais aussi, ça a été dit, ceux qui ont permis que cette réunion ait lieu. C'est pas secondaire cette affaire, car derrière ces remerciements, bien sûr, il y a un contenu politique très clair. Il n'y a pas de république sans républicains qui font vivre des valeurs. Il n'y a pas de mouvement politique sans militants qui s'engagent, sans des femmes, des hommes, généralement bénévolement, à la différence de nous depuis quelques mois, bénévolement, qui prennent leur temps pour coller des affiches, diffuser des tracts. Ils ont été nombreux à se mobiliser pour ce meeting. Je veux les remercier. Delphine Beauvois l'a rappelé. C'est grâce à eux aussi qu'on est quelques-uns à avoir l'honneur de marcher devant, d'être députés. Mais sans cette force militante, nous n'existerions pas. Et disons-le tout net, sans cette force militante, il n'y a pas de démocratie. Je veux remercier aussi, bien sûr, les employés municipaux qui font la sono, qui nous ont permis que cette salle soit décorée. Je le dis à Montreuil, sans arrière-pensée, mais les employés municipaux, nous sommes à leur côté. Je remercie, il faut le faire, même si c'est la maison commune, l'ensemble du conseil municipal, le maire. Je sais très bien, et sans doute que le maire partagerait mon opinion, la salle n'est pas à lui, mais je le remercie d'avoir mis cette salle à disposition. Il y a des communes où cela ne se fait pas. Je le dis d'autant plus. Je ne sais pas si Patrice Bessac est là, certains de ses amis, que je n'étais pas le candidat de Patrice Bessac à l'occasion des dernières élections législatives, mais il n'empêche, je le suis sensible à ce geste démocratique, républicain, qui fait que nous puissions utiliser ce genre de lieu pour faire de la politique, même si nous ne partageons pas totalement tel ou tel choix. Je suis sensible effectivement à ça. Et ça a été dit, d'autres réunions ont lieu ce soir. J'ai évoqué le rassemblement contre l'antisémitisme, mais notamment, merci Sophia, je t'embrasse et je te souhaite beaucoup de bonheur, car j'ai appris quelque chose en t'écoutant que je ne savais pas. Mais aussi, il y a cette assemblée générale des Gilets jaunes qui ont leur particularité. Vous le savez, c'était depuis le début, je reviendrai là-dessus. Parfois une difficulté, car exprimer un soutien en étant
totale compréhension sur la volonté d'indépendance de ce mouvement qui se méfie, et il n'a pas totalement tort, des partis politiques et de ceux qui bien souvent viennent là avec quelques arrière-pensées. Ils discutent ce soir, on ne pouvait pas faire autrement, et je pense qu'ils feront encore de la bonne besogne, comme ils ne cessent de le faire depuis le début, en faisant vivre dans cette ville particulièrement ce grand mouvement populaire. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Les amis, le but de cette réunion, il faut faire des choix par moment, et de constater que nous sommes à 20 mois, voilà 20 mois que nous sommes élus, et nous sommes exactement au tiers du temps de ce mandat. Nous sommes en quelque sorte, c'est une soirée de tiers-mandat. 60 mois, c'est 5 années pour lesquelles sont élus des députés. Irons-nous jusqu'au bout? On verra, au vu de la situation politique. Il est possible que cela s'arrête avant. Mais nous sommes effectivement après 20 mois de ce mois de juin 2017, à un moment où l'on peut faire des bilans. Et c'était l'occasion de le faire sous cette forme politique, avant tout, d'un bilan politique. Car, bien sûr, je sais, je suis député de ce qu'on appelle la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis, Bagnolet, Montreuil. Mais je suis, et je me vis comme un député national, qui participe au débat national. Et c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Méfiez-vous de ceux qui, bien souvent, sont l'élus au nom d'un territoire un petit peu qui reste dans le localisme. Moi, j'ai été élu député. Je n'ai pas été élu pour préparer un autre mandat. Je n'ai pas été élu pour être le maire bis dans l'attente d'une prochaine élection municipale. J'ai été élu pour siéger à l'Assemblée nationale et faire le boulot pour lequel vous m'avez envoyé là-bas. Pas plus, pas moins. Et il m'a semblé important de dire que ce travail n'a aucun intérêt si c'est un travail solitaire. Méfiez-vous de ceux qui tout seuls croient qu'ils vont, ou veulent vous faire croire qu'ils vont régler les problèmes. Tout seul, on n'est rien. Je suis dans un groupe. Et c'est grâce à ce groupe que je peux faire du travail. Et vous avez là parmi des belles figures et des belles personnalités de ce groupe. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer, que ce soit des gens aussi différents que Bastien Lachaud à Seine-Saint-Denis, François Ruffin, personnalité magnifique, Clémentine Autain, qui habite d'ailleurs pas loin. Et puis, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, présidé par Jean-Luc Mélenchon, qui était le seul parlementaire, lorsque nous sommes arrivés, à avoir déjà été, parlementaire. Et puis, il y a ces 3 belles personnalités. Je voulais qu'elles viennent bien comprendre que ce compte-rendu de mandat, en quelque sorte, c'est le travail d'un collectif. Il y a Mathilde, qui est une personnalité incroyable, qui s'est révélée dans le combat écologique avec une ténacité farouche, qui a fait grâce aujourd'hui à ces formidables outils qui sont les réseaux sociaux, vous savez, où l'on peut capter une intervention à l'Assemblée nationale, qui se retrouve à plusieurs millions de vues dans une intervention qu'elle a fait sur des thématiques écologiques. Regardez-la, je sais que vous le faites. Il y a Adrien Quatennens. Bon, mais lui, c'est la star. Il a tout traversé d'un coup. C'était le premier, d'ailleurs, à prendre la parole au nom du groupe. Je sais pas comment il a fait, même moi qui avais peut-être un peu plus d'expérience. La première fois que je suis intervenu, j'avais le cœur qui battait fort. Lui, il est arrivé avec une aisance extraordinaire et avec un talent incroyable à dire à Muriel Pénicaud tout le mal qu'il pensait de sa loi travail. Bravo, Adrien. Quelle fierté, à 27 ans, de monter à la tribune de l'Assemblée nationale et dire la vérité que ressentaient des millions de gens. Et puis, il y a Danielle Obono. Un mot, pardon de m'arrêter sur son cas, parce que bien sûr c'est une combattante inlassable, une femme magnifique, une militante féministe. Mais je veux faire une parenthèse, car elle a en elle peut-être une forme d'orgueil parfois, mais je comprends, qui l'empêche aussi de dire, à l'heure où il est de bon ton, et il faut s'indigner bien sûr, des propos racistes qui sont souvent tenus contre les uns et les autres que nous dénonçons. Mais elle est victime depuis 18 mois des pires insultes sur Internet, parfois sur les réseaux sociaux. Insultée parce que femme, insultée parce que femme noire, insultée parce que femme progressiste. Des milliers d'insultes sur lesquelles les autres n'ont jamais pris position. Parce qu'elle est ce qu'elle est. Et je tiens à dire, Daniel, toute la fierté que j'ai à tes côtés, et y compris parfois la manière dont tu n'oses pas le dire, mais où toute une bande de brutes, oui, l'insulte pour ce qu'elle est, non pas pour ses opinions politiques, ou du moins le disent avec une bestialité qui m'indigne. Et nous n'avons pas d'indignation à géométrie variable. Nous défendons même nos adversaires quand ils sont attaqués. Mais eux ne nous ont jamais défendus quand nous sommes attaqués. Jamais. Ils nous salient, nous calomnient en permanence. Et à travers l'invitation de Danielle Obono, c'est aussi ça que je voulais dire. Ne touchez pas à Danielle Obono, parce que si vous touchez à elle, vous touchez à nous tous, et vous aussi vous serez à nos côtés pour prendre sa défense. Il est hors de question que quelqu'un soit insulté pour la couleur de sa peau, pour ses convictions spirituelles. Ce travail, nous le faisons avec une volonté d'essayer, même si nous sommes 17 sur 577, de démontrer inlassablement qu'à travers ce petit nombre, ce sont des millions de gens qui sont représentés. Nous connaissons les rapports de force au sein de l'Assemblée nationale. Nous ne nous enfermons jamais, c'est-à-dire l'objet de cette réunion, uniquement dans
des rapports de force perdus d'avance, si je puis dire, de l'Assemblée nationale, tombant dans ce qu'on appelait par le passé, les plus anciens s'en souviennent, le crétinisme parlementaire, enfermé dans l'hémicycle. Mais on fait le travail avec un acharnement parce que nous avons l'impression qu'en démontrant que nous ne sommes pas seulement des opposants, mais que nous sommes aussi des proposants, nous animons, nous nourrissons le débat et nous donnons le goût peut-être demain de, majoritairement, je dis ça comme courant d'idées, de nous confier la responsabilité du pays. Et c'est ça aussi que nous faisons. Concrètement, de quoi s'agit-il? Nous avons, depuis le début de notre existence, déposé plus de 6400 amendements. 6400 amendements en 20 mois. Nous sommes intervenus sur tous les sujets. Je vais parler de mon cas, vu que c'est l'occasion devant vous qui m'avait fait le plaisir et l'honneur de m'envoyer à l'Assemblée nationale. J'ai fait plus de 1500 interventions orales dans l'hémicycle. Je pense que les copains qui sont là interviennent encore plus que moi. Franchement, vous avez des statistiques encore meilleures que les miennes. J'ai posé 50 questions au gouvernement. J'ai déposé différentes propositions de loi. Je voudrais en dire quelques mots, mais parmi d'autres, notamment, un sujet, dont on ne parle jamais. Une commission d'enquête. Une commission d'enquête pour savoir la réalité de l'engagement de la France dans le conflit au Yémen. J'ai peur que cette commission d'enquête ne puisse pas exister. Mais je voudrais dire 2 mots sur ce conflit au Yémen. À l'heure où certains, toutes les belles personnes qui sont au gouvernement nous font des leçons de morale, eux sont le camp du bien et nous serions prétendument les amis du camp du mal ou je ne sais trop quoi. Savez-vous que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui mène une guerre infâme au Yémen, qui a déjà assassiné près de 30 000 personnes. Il y a 2 millions d'enfants qui sont en situation aujourd'hui de malnutrition et qui sont en danger de mort. Il y a près de 10 millions de personnes aussi qui sont en danger. Vous n'en entendez jamais parler. Vous n'en entendez jamais parler à la télévision. Alors que c'est la France qui vend du matériel à l'Arabie Saoudite. Nous sommes intervenus à l'Assemblée nationale. C'est l'intérêt d'être dans la commission défense et armée où je siège. Pour que la France ne vende pas d'armes à des pays qui mènent des guerres où il y a effectivement sans aucun doute crimes contre l'humanité. Nous n'avons pas été entendus. Les mêmes députés qui veulent nous faire la leçon, soi-disant, sur les droits de l'homme. Voilà, ils vendent des armes à des tyrans qui mènent une guerre actuellement, une guerre infâme avec du matériel français. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Intéressez-vous sur la guerre au Yémen, dénoncez-la, c'est une honte que la France vende du matériel à des tyrans. Et il est même fort possible, c'est l'intérêt de cette commission d'enquête, qu'il y ait des troupes françaises engagées dans ce conflit terrible. Voilà, d'autres choses ont été mises sur la table. J'évoquais tout à l'heure Clémentine Autain parmi les éléments de proposition. Ce sera l'objet de ce qu'on appelle, le terme est un peu barbare, la niche parlementaire qui aura lieu jeudi. Alors nous ne sommes pas de la race canine, mais dans le jeu, encore que j'ai Claudine en face de moi qui adore les animaux, les chiens et les chats, c'est sympathique. Mais la vie parlementaire fait qu'une fois par an, nous avons la possibilité durant une journée de présenter des propositions de loi. Différentes choses seront présentées. Je dirai tout à l'heure un mot, notamment sur le référendum d'initiative citoyenne. Mais à cette occasion, là, je parle de mon travail à moi. Je m'arrête là-dessus. Avec Clémentine Autain, si le temps le permet, nous proposons la proposition, de cette répétition, d'un permis de conduire gratuit. Ça peut sembler secondaire, mais c'est quelque chose de tout à fait important. Le permis de conduire coûte en moyenne aujourd'hui 1 804 € en moyenne. Pour beaucoup de familles, c'est un prix, notamment quand il y a plusieurs enfants, et d'ailleurs je salue les miens et je suis content qu'ils soient là, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Nous proposons qu'il y ait la gratuité du permis de conduire, l'intégration notamment dans le cadre de l'éducation nationale, que ceux qui sont responsables de différentes auto-écoles ne s'inquiètent pas. Il ne s'agit pas de faire disparaître les auto-écoles, mais de leur permettre, dans le cadre de l'éducation nationale notamment, de permettre cette formation. Et cela permettrait qu'il y ait quand même, en termes de pouvoir d'achat pour les familles, un soulagement. Je m'arrête sur cet exemple parce qu'on va dire, mais est-ce réaliste ? On a fait le calcul. C'est 1,6 milliard d'euros chaque année qui pourraient être dépensés pour que, tout en permettant de payer ceux qui assuraient cette formation. D'où vient l'argent ? Eh bien, nous avons une solution toute simple. Vous savez, les compagnies autoroutières auxquelles on a cédé de manière honteuse aujourd'hui la gestion des autoroutes, d'ores et déjà, elles ont réalisé depuis que cette gestion, cette concession, c'est un scandale national, leur a été accordé au moins 26 milliards de dividendes. Chaque année, elles dégagent au moins 1,8 milliard de dividendes qu'elles donnent à leurs actionnaires. Nous proposons tout simplement que plutôt que cet argent aille enrichir des actionnaires qui ne fichent rien, qu'il permette tout simplement de financer la gratuité du permis de conduire, car c'est un outil d'émancipation aujourd'hui. Et c'est possible, ça ne dépend que d'une volonté politique. Les amis, le fil conducteur de ce que je veux vous dire et de ce que nous faisons, c'est un combat pour la justice. C'est finalement des fois dans les mots simples qu'on trouve le meilleur de l'action politique, la justice. La justice, j'ai dit tout à l'heure que j'étais un élu national, mais je sais que je suis un élu de Seine-Saint-Denis. La justice,
je pense pour ma part quelle est la première condition de la dignité. Et la justice, dans ce département, n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce département, et c'est un rapport parlementaire, réalisé par 2 députés qui n'ont rien à voir avec la France insoumise. Un est République En Marche, l'autre est un homme de droite, les Républicains, M. François Cornu-Gentil, a fait un rapport sur la situation de la Seine-Saint-Denis. Ce département, en fonction de sa situation sociale, pour le dire simplement, est le département qui a le plus de besoins et qui a le moins de moyens. Le premier combat que nous réclamons, et je ne suis pas le seul à le mener, c'est qu'il y ait au moins les mêmes moyens financiers, d'argent public, qui soient accordés à ce département que ce qu'il y a dans les autres départements. Au moins sur les grandes missions régaliennes, éducation, justice, soit à la sûreté. Je le dis dans un salut amical, j'ai cru comprendre que parmi les gens qui sont dans la salle, il y a des gens du collège Le Nain de Tillemont, je dis pas de bêtises, qui sont là. L'éducation nationale, en Seine-Saint-Denis, dans le rapport Cornu-Gentil que je vous disais tout à l'heure, pas du tout rédigé par un insoumis, ils ont cette formule qui dit que l'établissement scolaire le moins bien pourvu financièrement de l'Académie de Paris, le moins bien pourvu financièrement, est mieux doté que l'établissement scolaire le mieux doté de la Seine-Saint-Denis. D'accord? Ce que nous réclamons, ça n'est pas, et je suis favorable à ça d'ailleurs, qu'il y ait plus de moyens financiers qui soient donnés à la Seine-Saint-Denis. Nous réclamons au moins que les mêmes moyens dans cette académie soient dotés que ce que c'est le cas à Paris. L'égalité, l'égalité. Il y a dans cette devise républicaine un programme révolutionnaire. Oui, la justice, l'égalité, on commence par là. C'est très concret. L'emploi, en Seine-Saint-Denis, il a augmenté encore cette année le chômage de 1,2%. C'est 3 fois plus que la moyenne en Île-de-France. Emmanuel Macron est venu faire le malin l'autre fois, vous savez, à l'occasion du débat national, en disant « la Seine-Saint-Denis, c'est merveilleux », on avait mis devant lui des entreprises. La Seine-Saint-Denis est un département le plus jeune et le plus qualifié. Il y a énormément de potentiel. Il y a des choses magnifiques qui se passent dans ce département. En ayant ce cri de colère, je n'ai aucun discours misérabiliste sur le département. Mais il est venu en disant finalement la Seine-Saint-Denis, avec une formule qui fait l'humour de notre cher président, la Seine-Saint-Denis, c'est comme la Californie sans la mer. Non, la Seine-Saint-Denis, c'est à comparer, c'est peut-être comme la Californie, mais sans la richesse, sans l'argent, sans l'emploi. Et c'est le fond du problème, sans les investissements publics. Il faut se battre là-dessus. En Seine-Saint-Denis, vous savez, il y a un médecin scolaire pour 13 000 enfants. Un médecin scolaire pour 13 000 enfants. À Montreuil, c'est très concret. En Seine-Saint-Denis, et c'est le cas dans notre ville, la caisse primaire d'assurance maladie, vous savez, la CEPAM, vous y êtes sans doute allé, elle est régulièrement fermée. J'ai écrit plusieurs fois à la direction. C'est quasiment impossible d'y aller. C'est ça la réalité. En Seine-Saint-Denis, pour parler encore de la santé, il y a une 60aine de généralistes pour 100 000 habitants, contre près de 80 dans le reste de la région. L'éducation, j'en parlais tout à l'heure. En Seine-Saint-Denis, 50% des contractuels qui sont embauchés en France du premier degré sont dans notre département. Vous savez, les contractuels, c'est les profs les plus précaires, les jeunes profs qui n'ont pas de qualification, ils sont ici. Et bien sûr, j'évoquais le métier d'enseignant, il y a un métier... Moi, je suis moi-même prof, évidemment, mais je pourrais prêcher pour... Ils font sans doute... c'est la dernière réalité du service public quand il n'y a plus rien. Le métier d'enseignant. Ils sont, vous savez, nos enseignants, parmi les moins bien payés de l'OCDE. Un prof en début de carrière, il touche 2 fois moins qu'un collègue en Allemagne. L'éducation nationale a été sinistrée ces dernières années. Elle tient grâce au courage incroyable des professeurs qui sont si souvent montrés du doigt par des crétins qui ne connaissent rien de la situation. Et ce ministre est responsable déjà de la casse. Avant d'être ministre, il était directeur général de l'enseignement scolaire sous Sarkozy. Vous savez, à l'époque, on avait supprimé 45 000 postes de l'éducation nationale. On vient d'en parler il y a quelques jours, et ça a été voté tout à l'heure, juste avant de venir vous voir. Il y a la loi sur l'école, a été, hélas, adoptée. J'ai voté contre avec mes amis. La loi se veut une loi dite de confiance. C'est une loi, parmi les aspects terribles, c'est toujours dit avec la novlangue macronienne, qui est pour les expérimentations entre les établissements. Derrière ce mot, en vérité, c'est les établissements mis en concurrence. Mais si le ministre Blanquer, veut utiliser le mot d'expérimentation, on lui propose une première expérience. L'égalité de moyens entre cette académie et l'Académie de Paris. Expérimenter l'égalité, monsieur le ministre. Expérimenter la justice, ça commence par là.
Si vous voulez la confiance, il y a dans cette loi, vous savez, vu qu'il y a des profs dans la classe, dans la salle, des choses terribles. Derrière cette expérimentation, vous allez voir, c'est une dislocation de l'égalité entre les établissements scolaires. Il y a dans cette loi quelque chose qui permet désormais que quelqu'un qui serait embauché sur un statut précaire, comme surveillant en quelque sorte, pourra remplacer un enseignant lorsqu'il sera absent. C'est une forme d'ubérisation et de précarisation du métier. Dans cette loi, il y a des choses vicieuses qui peuvent apparaître comme positives, comme le fait, par exemple, que la scolarité devient obligatoire à partir de 3 ans. J'y suis favorable. J'y suis favorable. Mais le problème, c'est que ça donne obligation aujourd'hui aux communes de financer cela. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements privés qui assurent actuellement cette scolarisation des 3 ans. Et derrière, ce qui peut sembler intéressant, en vérité, c'est une obligation aux communes de participer au financement des écoles privées. Et il y a un problème. Je pense que parmi les inégalités qui se sont creusées, il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés dans les écoles privées. Et là, il y a une difficulté. Je ne dis pas ça en jetant la pierre à qui que ce soit qui va dans le privé. Il y a parfois une telle dégradation de l'école publique qu'on peut comprendre que des parents se saignent aux 4 veines pour mettre les gamins dans une école qui leur semble encore fonctionner un peu mieux. Et la République devrait mener un combat pour la reconquête républicaine des familles en disant « Revenez dans l'école publique, on va donner des moyens supplémentaires, il y aura des temps d'études plus importants, il y aura des dédoublements de classe, il y aura des enseignants qualifiés. » C'est tout l'inverse qu'ils font, tout l'inverse. Par exemple, nous avons proposé, c'était l'occasion une fois d'un débat avec Jean-Michel Blanquer, la gratuité de la cantine. C'est pas un gadget, la gratuité de la cantine. Étendre la notion de gratuité, qui est un des fondements de l'école actuelle, y compris sur le temps sur la pause méridienne. En centre urbain, on le sait tous, quand on a des enfants, les enfants, ils mangent à la cantine. Ça coûte cher pour beaucoup de familles. On a observé des études très simples qui nous disent que souvent, parmi les familles les plus défavorisées, on met pas les gamins à la cantine. On aurait là un formidable point d'appui pour lutter contre la malnutrition. On a des problèmes d'obésité parmi nos enfants. On aurait là un formidable moyen pour développer des filières bio. Grâce à cela, on pourrait dire à nos agriculteurs bio qu'il y a un marché de 7 à 8 millions de repas servis chaque jour, etc., etc. Oui, ça coûterait de l'argent. On a fait le calcul. Ça coûterait l'équivalent de ce que coûte la suppression de l'ISF. C'est près de 4 milliards. C'est un choix politique, là encore. Macron dit « Oh, la suppression de l'ISF, finalement, ça ne change rien, vu qu'avant, il y avait déjà des inégalités. » Oui, mais quand progressivement, on déshabille l'État, on lui ferme des robinets de financement public, on a moins de moyens pour faire des choses audacieuses. Et par exemple, la gratuité étendue jusqu'à la cantine pour tous, ça serait quand même quelque chose d'intéressant. Ça n'est pas ça que fait le ministre. Les amis, j'avance. La justice, en termes... Il y a un cas dont je voulais parler, je ne sais pas si certains sont venus. Le droit au logement... Dans le département, il y a des choses terribles. En Seine-Saint-Denis, vous savez, un quart des logements sont surpeuplés. J'évoquais le centre de Paris, là-bas, c'est un quart des logements qui sont vides. On a un vrai problème de mal logement, en France particulièrement, mais ici, dans ce département. Il faut agir. Et bien souvent, ce qui est fait n'est pas à la hauteur. Pire même, dans la loi Elan qui a été adoptée dernièrement par le gouvernement, les mesures vont dans la mauvaise direction. Sur des choses très concrètes, toutes simples. Le fait qu'avant, il y avait 40% des logements neufs qui devaient, selon la loi, être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous savez, beaucoup de nos concitoyens, vous savez ça sans doute, souffrent de handicap. Nos personnes âgées ont besoin d'avoir accès à des logements de manière plus facile. Avant, dans la loi, il y avait obligation que 40% des logements neufs qui étaient construits devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Eux, dans la loi, désormais, ils l'ont fait tomber à 4%. 4%. Toute une série de mesures détestables. Et puis, puisque j'évoque le logement, je veux avoir une pensée pour eux. L'état des foyers, notamment à Montreuil, qui est dans une situation détestable, notamment de nos amis qui sont souvent de nationalité malienne. Des choses ont été faites par la municipalité, je le salue. Mais je pense aussi au foyer Rochebrune, pour ceux qui connaissent, qu'on a visité il n'y a pas longtemps. On a mené une bagarre pour qu'au moins la direction de cet établissement, ça s'appelle Coalia, accepte de rencontrer les résidents. On a obtenu ça. Et on a obtenu ça, imaginez la victoire qu'on a remportée. Qu'enfin ils aient droit à l'eau chaude, car ça faisait 3 semaines en plein hiver que les 2000 résidents du foyer Rochebrune n'avaient même pas droit à l'eau chaude. Et il a fallu que nous intervenions en mettant tout le monde autour de la table pour qu'enfin le propriétaire accepte ça dans l'attente de travaux plus importants, car ce bâtiment, si j'ai bonne mémoire, a été construit en 1969. Allez voir les résidents du foyer Rochebrune, c'est des gens magnifiques, d'une formidable générosité. Ils vivent dans des conditions intolérables, intolérables. Et j'espère que, avant que des travaux soient engagés, il n'y ait pas un drame qui fasse que la situation, la sécurité de ces gens ne soit pas mise en danger. Nous sommes à leur côté, nous sommes aussi intervenus pour qu'au moins un minimum leur soit accordé. C'est le cas, mais c'est bien faible comme victoire. J'évoquais, parmi toutes les inégalités du département, le droit à la justice. Un mot là-dessus, c'est pas secondaire. Vous le savez sans doute,
On a notamment, avec le tribunal de grande instance d'Aubervilliers, un des tribunaux les plus mal dotés. Sur les 11 greffiers qui devraient être présents, il n'y en a que 4 qui sont effectivement présents. À Bobigny, je vais prendre un détail, je vais le prendre à la rigolade. Si vous voulez divorcer, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous souhaitez divorcer, eh bien sachez qu'il vous faudra de cela 14 mois pour divorcer, alors qu'il faut seulement 2 mois à Paris. D'accord ? Peut-être que d'ici 14 mois, on pourrait se dire qu'entre-temps, on va peut-être se réconcilier. Allez, je l'ai pris à la rigolade, mais ça pose un problème très concret. Le problème des violences conjugales, des violences faites aux femmes. Souvent, quand une municipalité est face au cas où, suite à des violences conjugales, il faut reloger la personne. Il faut souvent, pour permettre ça, que la déclaration de divorce soit bien prononcée par la justice. Quand ça met 14 mois, ça complique tout. Ça complique tout. Et voilà aussi, nous nous battons. Un dernier mot terrible en matière de dégradation de la justice. J'évoquais le mot de justice. Justice pour la justice, j'ai envie de dire au moins pour la Seine-Saint-Denis. Lorsqu'une décision est prise par l'aide sociale à l'enfance, c'est grave, qu'un enfant doit être placé, qu'il faut intervenir parce qu'il est en danger, notamment dans sa famille ou là où il est scolarisé ou que sais-je. Le temps que la décision soit effective, dans ce département, ça va mettre 18 mois. 18 mois. Si un enfant de 2 ans est signalé comme en danger, peut-être qu'il n'y aura aucune intervention avant l'âge de 4 ans. Voilà la réalité de notre département. Voilà donc ce qui nécessiterait qu'il y ait un engagement sans faille avec des moyens publics, non pas pour que nous ayons plus, et je souhaite que nous ayons plus, mais pour que nous ayons droit à la justice, aux mêmes moyens notamment que le département qui est juste à côté de nous et d'autres départements. Et il est de bon ton de venir faire un tour en Seine-Saint-Denis. C'est facile, j'ai évoqué tout à l'heure le président de la République, mais c'est très concret ce que nous réclamons. Et derrière cette volonté de justice, c'est une volonté de dignité. De dignité. Nous ne sommes pas des habitants et des citoyens de seconde zone. Nous avons droit, au moins, à ce que nos droits soient respectés. Et si ce n'est pas le cas, ça va poser toute une série de problèmes. Ça va poser toute une série de problèmes parce que je fais la transition. De quoi les gilets jaunes sont-ils le nom ? De quoi sont-ils le nom ? Tout à l'heure, Sophia Gauthier en a donné certains éléments. D'abord, ça commence sur une protestation et un sentiment d'injustice fiscale. Pour qui connaît l'histoire, ça ne doit pas inquiéter. Souvent, les grands bouleversements révolutionnaires, j'évoquais tout à l'heure la Révolution française, sont nés aussi sur le refus de l'injustice fiscale. Vous connaissez tous la date du 14 juillet 1789, mais sachez que la grande révolution commence le 9 juillet 1789, car un mur, on appelait ça le mur des fermiers généraux, ceinturait Paris et obligeait notamment qu'un impôt soit payé par ceux qui faisaient rentrer des denrées agricoles dans la capitale. Et cela devenait de plus en plus insupportable par les habitants. Et dès le 9 juillet 1789, ce mur va être détruit pour refuser, par ceux qui refusaient de payer cet impôt injuste. Et il y a une dynamique politique après, que vous avez tous appris, qui amène à ce que par la suite, on va s'en prendre au symbole de la tyrannie, la Bastille. On va mener la bataille pour la déclaration des droits de l'homme et pour finalement, il faudra quelques années plus tard, 1792, la proclamation de la République. C'est une histoire constante. Quel est le problème ? Pourquoi les gens considèrent au bout d'un moment à quoi ça sert de payer des impôts ? Quand vous n'avez plus de services publics, c'est le cas particulièrement en province, dans ce qu'on appelle les zones périurbaines, mais ça peut être aussi le cas chez nous. C'est-à-dire que concrètement, vous payez des impôts, mais l'école, elle est dégradée. Mais votre droit à la justice, il est piétiné. Votre droit à la santé, c'est pas une réalité. Ou non, vous dites, mais à quoi ça sert ? Et ce qui est le premier maillon de tout citoyen, c'est-à-dire le financement en fonction de ses revenus, en fonction de ses moyens, en reprenant l'idée que disait tout à l'heure Adrien, les petits payent petits, les gros payent gros. Mais c'est la première matérialisation du fait qu'on est citoyen. Ça, normalement, on doit tous l'accepter. C'est beau de payer l'impôt sur le revenu en fonction de ses moyens. Mais si vous avez l'impression de payer pour rien, un doute s'installe. Après, on peut faire des grandes théories sur la République. Mais si pour vous, la République, c'est rien, et j'ai pas développé le thème de la sûreté, moi, je suis pas contre la police. Mais dans notre département, c'est le cas au Lilas, et c'est le cas ici à Montreuil. Je crois que c'est près de 800 hectares que couvrent les différents commissariats. Alors, dans les Hauts-de-Seine, c'est 390 hectares. Les policiers, ils courent partout, ils n'ont pas les mêmes moyens. D'accord ? Les soi-disant, vous savez, nous qui serions prétendument les départements où il y aurait des tas de problèmes, il y a des problèmes. Mais la police aussi, elle a moins de moyens que dans d'autres départements. Je reprends le fil de ce que je suis en train de dire. C'est d'abord sur cette question fiscale, d'abord les gilets jaunes, ils partent là-dessus. Et ils ont raison. Et puis progressivement, dans la dynamique des événements, va se poser d'autres questions. Cette protestation, elle vient de ce que j'ai dit, du sentiment qu'on paye des impôts pour rien, puis aussi de la constatation qu'en même temps qu'on a l'impression qu'on paye pour rien ou pas grand-chose, on supprime l'ISF. Ah bon ?
Ah bon? Les plus fortunés? Il a donné le chiffre, Adrien. Les 100 personnes les plus fortunées de France se sont vues rendre l'année dernière plus de 1,5 million d'euros. Les 100 plus riches, on leur rend de l'argent. Et les plus modestes, on dit continuer à payer. Pire, on l'a vu, augmentation de la CSG. Les retraités, vous savez, ceux qui sont riches, 1 200 euros, on va augmenter. J'ai pas développé tout à l'heure les APL, on va les baisser de 5 euros. Eux, c'est trop. Et puis les gens voient bien. Ah bon, mais ce CICE, ce crédit d'impôt, vous vous souvenez du PINS, là, création d'1 million d'emplois? C'est déjà un peu bizarre comme raisonnement, mais comme on est des braves gens, on est prêt à l'entendre. Il paraît, on va baisser les cotisations pour les patrons, puis ils vont créer des emplois. Et puis on leur a baissé les cotisations, ça nous coûte 20 milliards chaque année. Cette année, en plus, avec un effet système, c'est 40 milliards. Et ils sont où les emplois créés? Ici, on est à Montreuil. Il y a le Carrefour Porte de Montreuil. Le groupe Carrefour, lui, il a pris chaque année 400 millions de baisse de cotisations. Et il a supprimé 2400 emplois. En 3 ans, c'est 1,2 milliard d'argent public qui leur a été rendu. Je ne sais pas s'ils avaient le PINS, mais ils ont licencié. Et ils ont reversé, évidemment, des dividendes encore plus importants à leurs actionnaires. Ça ne met pas en colère contre le fait de payer l'impôt. On se dit au bout d'un moment, mais alors nous, on va continuer à payer des impôts. Et les plus fortunés, ces grands groupes, non délocalisables d'ailleurs, parce que Carrefour, il ne va pas partir à l'étranger pour vendre ses produits. Hein. Absurdité. Que l'on aide les TPE, PME, on peut l'entendre. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui a dégradé la conscience civique. Ils ont dégradé la conscience civique. Et ça crée une colère totalement légitime. C'est de ça dont les Gilets jaunes sont le nom au point de départ. Mais derrière Gilets jaunes, c'est jaune avec un J, comme justice, comme je disais tout à l'heure. Et c'est un mouvement profond qui exprime des choses profondément positives. Cette colère que j'évoquais tout à l'heure. Et je voudrais dire, il me semble que quand les plus modestes se mettent en mouvement, le but de ceux qui ont la chance d'avoir des moyens matériels plus confortables, c'est d'essayer de comprendre la colère populaire, de pourquoi des gens sont indignés. Pas de faire comme l'a fait le comédien François Berléand et de dire « les gilets jaunes me font chier ». Je ne veux pas m'engueuler avec lui, d'autant qu'une humoriste de France Inter m'en a voulu parce qu'à la télévision, je me suis indigné des propos de M. Berléand. Mais dans ces moments comme ça, quand on a la chance, une fois de plus, d'être quelqu'un qui maîtrise les mots comme un comédien, comme un artiste, on doit aider à donner du sens, à éclairer ce combat pour l'indignation, parce qu'il est juste. Et on ne doit pas réagir de cette façon-là. On ne doit pas avoir des propos blessants. Les artistes doivent aider à ce que cette colère populaire puisse s'exprimer avec des jolis mots. Et je trouve que M. Berléand avait tort, et je voudrais saluer, en plus j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit, le chanteur Pierre Perret, qui lui a dit des choses de manière beaucoup plus belle, et a dit que ses parents auraient été des gilets jaunes. Et il a eu cette phrase, il dit « Le gouvernement est à des années-lumière du quotidien des gilets jaunes. Ce gouvernement a la charge d'âme auquel il ne comprend rien. Les gilets jaunes, c'est le combat de ceux qui souffrent dans leur quotidien et qui ont été blessés, humiliés. On n'a pas le droit de traiter les gens comme ça quand on dirige un pays. À côté, c'est Pierre Perret qui parle toujours, à côté de liberté, égalité, fraternité, dans la devise française, on devrait inscrire dignité. Il a raison. Il a raison parce que, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, bien sûr qu'il y a eu des mots un peu rudes qui ont été dits parfois dans cette colère. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça vous fait rire. Mais parmi ces mots rudes, il faut l'entendre. Vous savez, j'évoquais tout à l'heure le révolutionnaire Saint-Just, parce que ces questions-là sont des vieilles histoires. Et Saint-Just disait « Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. » Il disait ça en 1794. Et on revient toujours à la même chose. Oui, il y a des mots rudes qui ont été tenus vis-à-vis des dirigeants politiques qui avaient mis le peuple en colère. Mais on a le droit de parler en maître à ceux qui nous méprisent, surtout quand on leur a confié une responsabilité politique et qu'on a le sentiment qu'ils l'ont méprisé. Tout ce vocabulaire rude n'était que finalement une juste récompense au mépris qu'ils ont manifesté. Donc les Gilets jaunes expriment cette indignation, expriment ces inégalités, le fait que dans ce pays, il y ait 9 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, que ça a augmenté de 1 million en l'espace seulement de 10 ans. Mais les Gilets jaunes sont devenus autre chose, et c'est ça que je voudrais développer. Ils sont progressivement devenus l'exigence de droits nouveaux pour les citoyens. Ils sont devenus finalement l'exigence que des citoyens voulaient rester acteurs civiques, même entre 2 rendez-vous électoraux.
Les citoyens ne veulent plus en rester à ces institutions qui mettent le citoyen à une situation de vulgaire électeur à distance. Nous avons un problème fondamental dans la Ve République qui est le régime actuel dans lequel nous sommes. C'est que ce système s'est accoutumé de l'abstention de masse. J'évoquais tout à l'heure la Seine-Saint-Denis, elle est là, présente. Ici, je n'oublierai jamais, malgré tout l'honneur qui a été fait de m'élire député, qu'il y a eu 57% d'abstention lors de l'élection législative. Et que moi, qui ai été élu avec 59% des voix au second tour, je ne l'ai été que par 21% des habitants et des électeurs inscrits de la circonscription. Ça veut dire que 80% des gens de cette circonscription n'ont pas voté pour moi. Et pour beaucoup, se sont tenus totalement à distance. On ne peut changer un peuple, on ne peut changer un pays sans que le citoyen redevienne un acteur civique, qui reprenne goût à l'action, au fait de voter. Mais il ne pourra le faire que s'il a l'impression qu'il garde le contrôle sur ce qui le représente. Et c'est tout le problème de la Ve République. Et on est au cœur de ce que veulent dire les Gilets jaunes. C'est pourquoi les revendications démocratiques qui montent, je pense notamment à ce référendum d'initiative citoyenne, est une bonne chose. De quoi s'agit-il? De la possibilité, par un référendum, que les citoyens restent un acteur, même quand l'élection a eu lieu, notamment, pourquoi pas, par référendum de proposer une loi, notamment par référendum d'abroger une loi, et même mieux que par un référendum éventuellement de révoquer les élus si les élus ne font pas le travail pour lequel ils ont été élus. C'est un bouleversement total, institutionnel si l'on gagnait ça, qui ferait en sorte que même après l'élection, le citoyen reste acteur et reste maître de son destin. Que veulent fondamentalement les Gilets jaunes, si ce n'est la volonté de garder leur pleine souveraineté? Depuis tout à l'heure, je fais des références à la Révolution française, mais on y est en plein. C'est un vieux débat. Qui est le souverain? Le prince ou le peuple? Quand on est républicain, c'est le peuple. Ces institutions de la Ve République créent les conditions que le président devient une espèce de monarque élu qui garde un droit de veto en permanence. Et c'est là-dessus qu'est née la vie politique française, par le refus du droit de veto, même dans la façon dont Emmanuel Macron conçoit son débat national. Il garde la possibilité, il vous fait délibérer, allez parler si vous voulez, mais lui garde la possibilité à la fin de choisir ce qu'il retiendra du débat. Non, en République, ça ne peut pas marcher comme ça. Si on donne la parole au peuple, à la fin, c'est le peuple qui décide. Et l'intuition de la part d'Emmanuel Macron que la dernière élection n'a rien tranché, parce que cette illégitimité est là, y compris dans son élection. Oui, Emmanuel Macron est le président légal, mais j'affirme et j'assume le mot, il y a un problème d'illégitimité. Parce qu'Emmanuel Macron, au premier tour, a obtenu certes 24% des voix exprimées, mais seulement 18% des électeurs inscrits. Et je dis aussi ici qu'Emmanuel Macron, au second tour, a été élu essentiellement dans un rejet de Madame Le Pen, avec seulement, malgré ce rejet, 43% des électeurs inscrits. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Emmanuel Macron, comprenant ça, comprenant qu'il n'avait pas de majorité politique? Il aurait dû dire: notre pays est dans un moment de grande turbulence. On ne peut pas gouverner contre un peuple. On ne peut pas gouverner sans le peuple. Il faut reforger des institutions qui recréent une confiance dans le système politique. Le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un refus, ou du moins il y a un consentement à l'autorité qui est remis en cause. On ne pourra s'en sortir que de manière pacifique. On ne s'en sortira pas par la force. Il faut rediscuter de pourquoi nous sommes un peuple, pourquoi nous sommes une nation, qu'est-ce qui fait que nous sommes une république, quels sont les droits nouveaux que nous voulons nous donner, quel rapport nous voulons avoir avec nos représentants. Je suis favorable à une 6e République qui supprime la concentration de pouvoir sur le président de la République. Je suis favorable avec mes amis à une 6e République qui donnerait le droit de révoquer les élus en cours de mandat si les électeurs le décident. Je suis favorable à une 6e République qui prendrait en compte le vote blanc. Je suis favorable à une 6e République, notamment, chère Mathilde, qui disent qu'il y aurait une règle verte, c'est-à-dire qu'une entreprise ne pourrait pas détruire la planète plus que la planète peut se reproduire, etc., etc. Il faut qu'on ait ce débat. Alors, dans notre vocabulaire politique, on appelle ça une assemblée constituante. C'est-à-dire élire des représentants du peuple qui seraient élus pour une assemblée dont la tâche, et l'unique tâche, mais la belle tâche, ce serait de débattre et de rédiger une nouvelle constitution et par la suite que ces travaux soient présentés par référendum au peuple pour savoir s'il l'accepte ou pas. Je propose que ces députés constituants, aucun ne soit ni député actuel, ni député par le passé, pour que ce soit véritablement un profond renouvellement et trouver les conditions d'ailleurs d'un renouvellement social
Il faut que nous ayons, et vous verrez qu'il y aura quelque chose de positif qui sortira de ce grand débat national, notamment pour de nouvelles institutions. Pourquoi on veut vivre ensemble? On a tous des convictions spirituelles différentes, peut-être des convictions politiques, des couleurs de peau, des histoires, etc. Mais nous sommes tous un peuple qui veut et qui existe uniquement sur une volonté politique. En France, c'est la volonté politique qui fait peuple. Et donc cette volonté politique, il faut la reforger dans ce débat constituant qui permettra, par la suite, que même si celui qui dirige le pays ne partage pas mes convictions politiques, j'accepte qu'il le fasse, parce que j'ai confiance dans la règle démocratique. Et c'est ce doute qui s'est installé. Donc le mal, il est profond. Et face à ça, que fait le gouvernement? C'est la réponse autoritaire que nous décrivait tout à l'heure Daniel Obono. Il ne veut pas redonner la parole au peuple. Parce que ce système institutionnel, la Ve République, permet de gouverner avec une minorité qu'on appelle dans notre vocabulaire l'oligarchie. C'est-à-dire, à partir du moment où ce système, dans le vocabulaire, vous savez, des belles personnes, on dit c'est des institutions stables. Et qu'est-ce que ça veut dire stable? Ça veut dire que même si on est minoritaire, on peut diriger le pays, mais c'est inquiétant. Ça devrait nous inquiéter. Quand on a républicain au sens politique et historique du mot, on ne doit pas accepter des institutions qui permettent qu'un gouvernement minoritaire puisse continuer à avancer. Le souverain, c'est le peuple. Et c'est ça, fondamentalement, que Macron ne veut pas lâcher. Alors, il nous fait le coup de la réponse autoritaire. Et c'est particulièrement inquiétant. Je ne vais pas vous assommer de citations, mais sur le caractère autoritaire, je vous en avais trouvé une. Elle date de 2015, où Macron a expliqué que dans la vie politique, il y a un grand absent. Depuis la Révolution française, elle est toujours là. Il dit c'est la figure du roi. Si vous voulez, je vous la ressortirai lors de notre meeting, qui est quand même assez inquiétant de la part d'un homme qui est élu normalement dans un pays où on a coupé la tête du roi. Lui dit c'est un problème. Bon. La réponse autoritaire. Et on en vient à ce que développait tout à l'heure Daniel Obono. Aujourd'hui, dans ce moment des Gilets jaunes, comme il y a absence de réponse politique, comme il y a refus de la volonté de pouvoir remettre ce qui est la seule façon d'avoir une sortie pacifique et politique de la situation, de créer les conditions que le peuple rediscute de nouvelles institutions pour qu'il se ressoude comme une entité politique, eh bien c'est la force. Alors c'est la force, c'est pourquoi on a proposé notamment une proposition de loi qui dit attendez, quel que soit ce qu'on pense, quand on a un peu de mémoire, c'est la première fois au cours d'un mouvement social qu'il y a autant de blessés. Bien sûr qu'il y a des violents dans les manifs, on les condamne. Mais enfin, comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation où il y a 5 mains qui ont été arrachées et près de 20 œils qui ont été éborgnés? Il y a un matériel qui est utilisé par les forces de l'ordre qui est nouveau. Le lanceur de balles de défense, LBD, ça s'appelle, modèle 40, LBD 40. Et il y a des grenades dites de désencerclement, GLI F4, qui sont utilisées et qui blessent les gens. On ne peut pas dire que c'est une bavure. À chaque manif, ça a lieu. On ne peut pas dire que c'était des gens violents qui sont visés. L'essentiel des gens qui sont blessés, chaque fois le témoignage qui suit, et notamment j'ai une pensée pour Guillermo Rodriguez, c'est des gens gentils. C'est pas des gens qui étaient en train de casser. C'est pas des gens qui étaient en train d'agresser les forces de l'ordre. Et c'est eux qui dégustent. C'est pas tolérable. Il faut, non pas, le problème n'est pas de désarmer la police. La police doit pouvoir travailler. Mais la manière dure dont y compris on envoie les forces de l'ordre contre les manifestants ne va pas. Notamment, vous savez, maintenir l'ordre, c'est un métier. Compagnie républicaine de sécurité, les gendarmes. Vous avez vu, le gouvernement, depuis plusieurs manifestations, a mis en place ce qu'on appelle les DAR. C'est des groupes d'action rapide dans lesquels des gens qui font un métier difficile, la BAC, la brigade anticriminalité, sont envoyés dans les manifestations, avec notamment les policiers de la BRI. Eux, ils n'ont pas l'habitude du maintien de l'ordre et des manifestations. C'est essentiellement eux qui ont fait des tirs de LBD 40. Lisez ça dans la presse. La gendarmerie s'est indignée en disant « Mais ça va pas, les collègues, ils font trop de tirs de LBD 40. Les gendarmes tirent beaucoup moins. » Donc il y a un moment de durcissement qui ne doit pas être compris uniquement dans une facilité en disant le problème c'est les flics ou la police, c'est pas ça le sujet. C'est les ordres politiques qui sont donnés aux forces de l'ordre de réprimer ce mouvement. Et ça c'est politique. Et puis la réponse autoritaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'absence le refus du moins de réponse politique. C'est vous amuser avec le grand débat national. J'espère que vous n'êtes pas fait enfumer. Moi, j'ai fait des émissions de radio, on m'a dit, il y a 700 000 Français qui contribuent. Allez sur le site, vous allez voir. Au mieux, il y a 40 à 50 000 contributions, il faut les lire. Hein. C'est essentiellement un QCM, tout est déjà fléché. Alors, évidemment, si vous voulez suivre le retour de l'ISF, c'est pas possible. Enfin, les sujets sont très orientés. On vous dit, bon, dans le cadre, si vous proposez un nouveau service, quel est le service public que vous voulez supprimer? Alors, vous avez le droit, des choses comme ça. Bon. Quand vous additionnez les choses, 40 000, je crois, sur les questions écologiques, au mieux sur la fiscalité, 70 000 contributions, vous additionnez tout ça, ça fait une centaine, 100 000 à peu près contributions. Moi, j'ai demandé à ce qu'ils nous donnent le nombre, vous savez, d'adresses IP, pour savoir vraiment le nombre de gens qui y sont allés.
C'est un bidon, c'est bidon tout ça. Et vous avez, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce débat national qui en vérité est un moment de vous faire parler, mais certainement pas de donner une réponse politique à ce que vous attendez. Mais ça aussi, c'est la réponse autoritaire. C'est la volonté de mépriser le peuple, de ne pas lui donner la parole. Mais nous, on doit continuer à faire avancer l'idée que c'est par le haut qu'il faut s'en sortir. C'est tout le combat que nous menons. Il n'est pas simple. Nous sommes dans un moment très particulier où il faut jouer un rôle positif, informer. Ce soir, je n'ai pas trop parlé d'écologie parce que j'avais invité Mathilde Panot. Mais j'ai appris quelque chose hier, vous voyez. Je fais une parenthèse sur l'écologie parce que ça me semble très symptomatique du caractère autoritaire, la manière dont ce pouvoir gouverne. Et la première marque de l'autoritarisme, c'est la manière dont les peuples ne sont pas informés. Êtes-vous au courant qu'un accord de libre-échange avec le Japon, qui s'appelle le JEFTA, a été adopté dernièrement? Il concerne rien de moins que 600 millions de personnes, un tiers du marché mondial. Il a été adopté. Le Parlement n'a même pas été consulté. C'est actuellement. Il va notamment faire baisser toutes les barrières douanières avec le Japon, qui a pour particularité, depuis le mois de décembre 2018, d'avoir recommencé notamment la chasse à la baleine, qui est une race en voie d'extinction, une race animale. Malgré ça, pas de discussion, vous n'êtes pas informés. On va continuer à accélérer les échanges avec le Japon. Ça fait suite à un autre accord qui était avec le Canada, lui aussi de libre-échange, le CETA. Je referme la parenthèse, mais tout ça est une forme d'autoritarisme. On violente le peuple, on prend des décisions sans lui, on baisse les barrières douanières sans l'en informer. Et au mieux, au Parlement, on en est réduit par moment à une vague de consultation. Tout ça ne va pas. On est dans un moment de crise profonde. Quel que soit l'avenir du mouvement des Gilets jaunes, quel que soit l'avenir du mouvement des Gilets jaunes. Les manifestations sont la face immergée, si je puis dire, de ce grand mouvement, qui, malgré tout ce qui est dit sur eux, garde encore un soutien majoritaire dans la population. Mais ces questions-là resteront, celle de la dignité, de la volonté de justice, et celle du fait que le citoyen veut avoir des droits nouveaux, veut sortir de cette monarchie présidentielle. Nous, on travaille à ça. C'est pas sûr que l'issue soit lumineuse, c'est pas sûr. Parce qu'ils sont tellement violents, ils ferment tellement toute possibilité que ce soit quelque chose vers le haut qui en sorte, que c'est possible que ce soit la face sombre qui l'emporte, que des forces réactionnaires, xénophobes, profitent de la période pour l'emporter. C'est pas écrit. C'est pour ça qu'il y a un danger aussi dans la manière dont ils présentent ce mouvement des Gilets jaunes. Ils bestialisent le peuple, raciste, antisémite, homophobe, parce qu'il fait de loupe sur tel ou tel acte dégueulasse qui est fait. Et derrière ça, c'est un mépris du peuple en action qu'ils font, qui vise à dire finalement, faut pas écouter ce peuple qui n'est qu'une populace. Nous, on est les gens raisonnables. Nous, on sait prendre les bonnes décisions. Si vous leur donnez la parole, si vous leur mettez entre les mains un référendum d'initiative citoyenne, ils voteront que des choses réactionnaires, revenons sur les droits. Ne leur donnons pas trop. Attention, maintenons-nous dans cette abstention. Et on se fait donner la leçon par des voyous. Oui, des voyous. Tout à l'heure, j'ai essayé de dire avec solennité, mais quand même, sur l'antisémitisme. Je vais être méchant. Et c'est pas moi qui ai demandé, il y a quelques mois, que celui qui a été le principal criminel des Juifs de France, dans le moment le plus sombre de notre histoire nationale, la période de Vichy, je parle du maréchal Pétain, c'est pas moi qui ai demandé qu'il y ait un hommage national qui soit rendu au maréchal Pétain. C'est pas moi qui ai dit que le maréchal Pétain était un grand soldat. C'est pas moi qui ai dit qu'en 40, certes, le maréchal Pétain avait fait un choix funeste, mais qu'il fallait lui rendre hommage. C'est lui, Macron. D'accord? Donc la pédagogie politique contre le poison antisémite et les moments sombres de notre histoire nationale, c'est nous qui la faisons, c'est pas eux. Parce qu'eux, pris dans leur délire et leur absurdité et leur ignorance, ils disent tout et n'importe quoi. Et ils n'aident pas souvent à comprendre les véritables enjeux. Les amis, notre rôle, c'est celui-là. Déjouer les pièges. Donner confiance à ceux qui sont en action. Faire comprendre où il y a des solutions politiques. Et puis aussi avoir des mots qui valorisent le bonheur, la solution positive. La France insoumise, je sais que c'est parfois difficile dans cette période, mais nous sommes de ceux qui pensent que l'issue joyeuse, fraternelle, est possible. Continuons à garder confiance dans ce peuple mobilisé. Nous connaissons l'histoire et parfois dans ces mobilisations, bien sûr, des choses brutales sont dites, mais nous voyons le sens historique que cela prend. Et nous continuons à défendre ceux qui luttent. C'est pas simple, mais il ne faut pas être résigné, bien au contraire.
C'est beau d'avoir un peuple mobilisé. C'est beau d'avoir un peuple qui lutte contre l'injustice. Il y a des pays où les traditions politiques, les défaites successives, la brutalité des politiques économiques qui ont été menées, il y a des peuples totalement résignés, disloqués. C'est pas le cas en France. C'est pas le cas chez nous. Et ça, c'est positif. Mais la tâche est rude, indiscutablement. Voilà le travail que nous nous sommes donné. Voilà ce que nous essayons de faire à l'Assemblée nationale. Et je tiens à dire, mais Daniel Obono l'avait déjà évoqué avant moi, que tout ce travail que nous avons l'honneur de mener n'aurait aucun sens si vous n'étiez pas avec nous pour le mener, pour nous encourager, pour nous critiquer parfois. Ce que nous faisons n'a de sens que parce que vous êtes là. Nous le faisons en votre nom. Peut-être demain, les circonstances ont fait que c'est nous qui serons élus. Certains qui sont dans la salle seront élus à notre place, ou d'autres seront élus qui ne sont pas là. Nous ne sommes que les maillons d'une longue chaîne de l'histoire, celle du combat pour l'émancipation. Et j'ai la conviction profonde que dans ce moment si particulier dans lequel nous sommes, où des choses sont dans un moment de grande instabilité, il y a de formidables potentialités positives de faire en sorte que ce soit le visage le plus lumineux de notre histoire qui l'emporte, et pas la face sombre. Ça dépend de nous, ça dépend de vous tous, et merci d'avoir participé à cette soirée. Et pour terminer, dans la convivialité, il y a un verre de l'amitié qui vous est proposé derrière les paravents. Donc je sais qu'il est tard, mais n'hésitez pas à rester pour que les échanges continuent entre nous. Je vous embrasse tous, merci d'avoir été présents. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour continuer à mener le combat commun pour la dignité en Seine-Saint-Denis, pour la justice et l'égalité, pour la fraternité. Merci à tous.